J'avais l'habitude de penser que dans ce monde, si l'on se préparait à certaines douleurs, on pouvait les endurer. Il s'avère que je me trompais. Il y a des vérités qui n'ont pas besoin de couteau pour vous déchirer le cœur en 1000 morceaux. Sans le moindre bruit, elles peuvent provoquer l'effondrement de tout votre monde intérieur. Ce soir-là, je portais une robe crème claire, un maquillage discret et mes cheveux étaient attachés en un chignon bas sur la nuque. Dans ma main, je tenais une enveloppe de mariage plutôt épaisse. La personne qui se mariait était Chloé Jenkins, la plus jeune assistante commerciale de mon département au sein de l'entreprise. Chloé était flatteuse, savait toujours comment amadouer ses supérieurs, et elle m'appelait fréquemment Amélia d'une voix si douce que n'importe qui aurait pensé qu'elle me respectait sincèrement. La réception de mariage avait lieu dans un grand hôtel de Manhattan, à New York. La salle de bal était brillamment éclairée par des lustres en cristal, des fleurs fraîches couvraient l'entrée et des écrans LED diffusaient en boucle des photos romantiques des mariés. Je suis arrivé un peu en retard car je venais de finir le travail. Toute la journée, j'avais été coincé à traiter des rapports d'inventaire, à vérifier des contrats de paiement pour l'entreprise de mon mari et à m'arrêter à la Chase Bank pour lui confirmer une ligne de crédit supplémentaire. J'étais tellement épuisé. Je voulais juste rentrer chez moi, enlever mes chaussures, me tremper les pieds et dormir. Mais comme elle était une collègue de mon département, je me suis forcé à y aller par politesse. Une jeune collègue à ma table m'a vu et a immédiatement tiré une chaise pour moi en souriant. « Amélia, tu es seule ? Où est Kevin ? Je pensais que vous veniez ensemble. » J'ai souri, j'ai posé mon enveloppe sur la table et je me suis assise. Il est allé à Silicon Valley pour un voyage d'affaires. Il y a un projet très important là-bas, donc il ne sera probablement pas de retour avant 2 ou 3 jours. La jeune femme a eu un souffle d'admiration. Ton mari est tellement talentueux, il a sa propre entreprise et décroche des projets dans les grands centres technologiques. Tu es incroyable. Toi, tu fais ton propre travail tout en le soutenant discrètement dans l'ombre. Si je pouvais avoir une vie comme la tienne, je serais complètement satisfaite. J'ai baissé les yeux et j'ai eu un rire léger. Satisfaite ? Peut-être qu'avant ce soir, je le pensais aussi. Kevin Sterling et moi étions mariés depuis 3 ans. Il m'avait dit qu'il n'aimait pas les femmes trop vives ou ambitieuses dans le monde des affaires. Il voulait seulement que je sois une femme normale à ses côtés, veillant sur un foyer paisible. Par amour, j'avais renoncé à un poste de cadre supérieur dans une multinationale pour postuler à un emploi administratif ordinaire dans une entreprise de taille moyenne. J'avais caché toutes mes relations, dissimulé mes véritables origines familiales et gardé secret le fait que beaucoup des contrats qui maintenaient son entreprise à flot avaient été discrètement préparés par mes soins. Je croyais autrefois que les hommes avaient de la fierté. Je croyais que si je lui donnais un morceau de ciel, il saurait comment revenir à la maison. Mais plus tard, j'ai compris que pour les personnes cupides, aucun morceau de ciel n'est jamais suffisant. Ils ne veulent pas seulement le ciel. Ils veulent que la personne qui le leur a offert baisse la tête en signe de gratitude. La musique dans la salle de bal a soudainement changé pour une mélodie solennelle. Le maître de cérémonie est monté sur scène avec un micro, sa voix résonnant dans la pièce. Mesdames et messieurs, le moment le plus sacré de la cérémonie de ce soir est arrivé. Veuillez tourner votre attention vers l'allée pour accueillir notre mariée, Chloé Jenkins, et notre marié. Toute la salle a applaudi, et j'ai applaudi aussi. Le sourire poli était toujours sur mes lèvres alors que les grandes portes s'ouvraient lentement et que les projecteurs se braquaient directement sur l'entrée. Chloé portait une superbe robe blanche avec des diamants autour du cou, son visage rayonnant comme celui d'une princesse sortant tout droit d'un conte de fées. Sa main était glissée sous le bras d'un homme de grande taille vêtu d'un costume blanc. Pendant une fraction de seconde, le sourire sur mes lèvres s'est figé. Cet homme était Kevin Sterling, mon mari. L'homme qui, il y a 2 jours, m'avait serré dans ses bras dans la cuisine, m'avait embrassé sur le front et m'avait dit « Je pars pour Silicon Valley pendant quelques jours. Ce projet est crucial pour l'entreprise. Sois sage à la maison et ne m'attends pas trop tard pour dormir. » L'homme pour qui j'avais signé une nouvelle garantie de prêt ce matin même. L'homme avec qui j'avais partagé mes repas pendant 3 ans, partagé mon lit pendant 3 ans, et que j'avais écouté parler de notre avenir pendant 3 ans. Maintenant, il se tenait sous les lumières éclatantes, tenant la main d'une autre femme, souriant aussi joyeusement que s'il n'avait jamais eu d'épouse nommée Amélia Vance. Je n'entendais plus clairement les applaudissements ni la musique. Chaque son autour de moi semblait étouffé comme si j'étais sous l'eau, lointain et déformé. Je voyais seulement Kevin regarder Chloé, ses yeux si doux,
d'une douceur que je n'avais jamais reçue. Au cours des 3 dernières années, chaque fois que je lui demandais s'il était fatigué, il se contentait de grogner. Chaque fois que je lui préparais des repas chauds en l'attendant tard le soir, il fronçait les sourcils et me traitait d'ennuyeuse. Chaque fois que je voulais aller quelque part avec lui, il disait que l'entreprise l'occupait et qu'une épouse devait se montrer compréhensive. Il s'avérait qu'il n'était pas occupé. Je ne valais simplement plus la peine qu'il y consacre du temps. Le maître de cérémonie a demandé au marié, Kevin Sterling, « Consentez-vous à prendre Chloé Jenkins pour épouse? Pour l'aimer, la protéger et marcher à ses côtés pour le reste de votre vie ?» Kevin a regardé Chloé, sa voix claire et ferme. « Je le veux. » Ces 3 mots sont tombés, légers comme un souffle, mais ils ont frappé ma poitrine comme un coup de massue. J'ai baissé les yeux sur l'épaisse enveloppe que je tenais à la main. À l'intérieur se trouvait le cadeau en espèces que j'avais préparé pour Chloé, un montant qui, s'il était révélé, ferait penser à toute cette table que j'étais bien trop généreuse. C'était vraiment risible. L'épouse trompée assistant au mariage de son propre mari, restant assez convenable pour préparer un cadeau pour la mariée. Une collègue assise à côté de moi a soudainement réalisé ce qui se passait. Elle s'est tournée vers moi, le visage blême. Peu après, d'autres regards ont commencé à se diriger vers moi. Certains étaient choqués, d'autres pleins de pitié, et certains tentaient de masquer leur impatience impatiente, attendant une confrontation publique dramatique en plein mariage. Je savais ce qu'ils pensaient. Ils pensaient que j'allais prendre d'assaut la scène, gifler Chloé, attraper Kevin par le col et lui demander en larmes pourquoi. Ils attendaient un spectacle, une scène chaotique suffisante pour alimenter les commérages pendant des semaines. Mais je n'ai pas fait cela. J'avais appris une leçon de mon père. Quand un couteau est sous votre gorge, le vainqueur n'est pas celui qui crie le plus fort, mais celui qui garde la respiration la plus régulière. J'ai pris une profonde inspiration. L'odeur des roses, du parfum, du vin et de la tromperie se mélangeait, me donnant la nausée. Pourtant, je suis resté parfaitement immobile, le dos droit, les mains posées sur mes genoux alors que les coins de ma bouche se dessinaient lentement en un sourire. Quand est venu le moment des toasts, Kevin est passé de table en table, le bras autour de la taille de Chloé. Il ne m'avait toujours pas vu. Ou peut-être était-il si arrogant qu'il n'aurait jamais imaginé que son épouse obéissante apparaîtrait à ce mariage. Alors qu'il s'approchait de ma table, tout le monde est resté dans un silence de mort. Chloé a regardé en premier. Au moment précis où nos yeux se sont croisés, son visage s'est figé, mais elle a très vite resserré son emprise sur le bras de Kevin comme pour prouver que la personne debout à ses côtés était la véritable gagnante. Kevin m'a enfin vu. Le visage lui a blêmi en une fraction de seconde. Le verre de vin qu'il tenait s'est incliné, manquant de peu de se renverser. Ses yeux se sont écarquillés, remplis de panique, de confusion et d'une lueur de supplication tardive. Ses lèvres tremblaient, mais il n'a pu émettre le moindre son. Je me suis lentement levé. Le léger grincement de ma chaise contre le tapis a suffi à faire tressaillir toute la table. J'ai pris le verre de vin devant moi et j'ai marché vers eux. Chaque pas était très lent, très assuré. J'ai regardé droit vers Kevin, l'homme qui m'avait dit un jour que lorsque son entreprise réussirait, il m'offrirait la meilleure vie possible. Maintenant, il avait vraiment réussi. Suffisamment pour organiser un second mariage juste sous les yeux de son épouse légitime. J'ai levé mon verre, ma voix n'étant pas forte, mais assez claire pour que tous ceux qui se trouvaient à proximité m'entendent. Kevin, Chloé, je vous souhaite une vie entière de bonheur. Le visage de Kevin est devenu complètement blanc. Chloé était également stupéfaite. Peut-être ne s'attendait-elle pas à ce que je sois si calme. Je les ai regardés encore une seconde, puis j'ai bu tout le verre de vin. Le goût sec m'a brûlé la gorge, froid et tranchant comme un serment. J'ai reposé le verre sur la table et je me suis tourné pour passer la porte. Derrière moi, les murmures ont éclaté comme un barrage qui cède. Mais je ne me suis pas retourné, pas une seule fois. Je n'avais pas besoin d'entendre Kevin m'appeler, ni de voir si Chloé triomphait ou tremblait. Leur spectacle venait de se terminer alors que le mien ne faisait que commencer. En sortant de l'hôtel, la brise nocturne de New York a effleuré mon visage. Les rues étaient toujours animées, la circulation toujours bruyante, les lumières toujours scintillantes comme si de rien n'était. Je suis resté sous le vent quelques secondes et j'ai retiré l'alliance de mon doigt. C'était un simple anneau en argent que Kevin avait acheté il y a des années pour moins de $40. Quand il m'a demandé en mariage,
il a dit, le véritable amour n'a pas besoin de diamants. Je l'avais cru. Je l'avais cru au point de me transformer en une femme ordinaire restant dans son ombre, réparant chaque faille de sa vie, rassemblant chaque opportunité pour les déposer entre ses mains. En y repensant aujourd'hui, être naïve ne signifie pas manquer d'intelligence. Cela signifie accorder sa confiance à quelqu'un qui n'en est pas digne. Un SUV noir s'est arrêté devant moi. La portière arrière s'est ouverte et Arthur, l'homme qui servait ma famille depuis plus de 20 ans, est sorti et a incliné la tête. Mademoiselle, vous avez subi une grande injustice. J'ai regardé la bague dans ma paume et je l'ai jetée directement dans la poubelle voisine. Le cliquetis métallique sec en touchant le fond a résonné de manière décisive, comme le clou scellant le cercueil de mes 3 ans de mariage. Je suis monté dans la voiture et je me suis adossé contre le cuir froid du siège. Arthur n'a posé aucune question. Il savait que je détestais les 20 mots de réconfort plus que tout. J'ai regardé par la fenêtre l'hôtel brillamment éclairé derrière nous, où Kevin et Chloé essayaient probablement de forcer des sourires devant des centaines d'invités. J'ai parlé doucement. Arthur, lance le filet. Il a hoché la tête. Oui, mademoiselle. Gèle tous les comptes joints. Résilie chaque ligne de crédit que j'ai garantie pour l'entreprise de Kevin. Audite tout l'argent qu'il a retiré au cours des 3 dernières années. Je veux une explication pour chaque centime. Arthur a sorti sa tablette, ses doigts bougeant rapidement sur l'écran. Qu'en est-il de son compte personnel, mademoiselle? J'ai regardé mon reflet dans la vitre. Dans le verre, la femme en robe crème claire qui venait d'assister à un mariage semblait morte. La personne restant dans la voiture était Amelia Vance, la fille unique du président de Vance Global, quelqu'un à qui l'on avait appris qu'il n'y avait pas de place pour les traîtres dans le monde des affaires. J'ai parlé très lentement. Demain matin, quand il ouvrira son compte, je veux que le solde soit d'exactement 40. Arthur est resté silencieux une seconde, puis a incliné la tête. Je comprends. La voiture a démarré, laissant derrière elle la musique de mariage qui s'estompait. J'ai fermé les yeux, laissant la douleur dans mon cœur m'envahir une dernière fois. À partir de demain, je ne demanderai plus pourquoi il m'avait trahi. J'avais seulement besoin qu'il comprenne une chose. Quand certaines femmes gardent le silence, ce n'est pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles calculent exactement par où commencer la punition. Ce soir-là, je ne suis pas retourné à l'appartement que nous appelions notre foyer. J'ai dit à Arthur de m'emmener dans un penthouse privé à Tribeca, un endroit connu de seulement quelques membres de confiance de ma famille. Au cours des 3 dernières années, j'avais discrètement gardé cette propriété comme issue de secours. Non pas parce que je ne croyais pas au mariage, mais parce que mon père m'avait appris un jour, une femme peut aimer de tout son cœur, mais elle ne doit absolument jamais couper sa propre voie de retraite. En entrant dans le grand salon, j'ai enlevé mes chaussures, posé mon sac à main sur la table et je me suis tenu silencieusement devant les baies vitrées, regardant la ville. New York, la nuit, était aussi lumineuse que si personne n'avait jamais été trahi. Les phares des voitures formaient de longues traînées sous mes pieds. Les gratte-ciels se dressaient en silence tandis qu'à l'intérieur de ma poitrine, quelque chose se brisait et se refroidissait peu à peu. Arthur a posé un verre d'eau chaude sur la table. Mademoiselle, avez-vous besoin que j'appelle un médecin? J'ai secoué la tête. Ce n'est pas nécessaire. Je ne suis pas morte. Prononcer ces mots m'a noué la gorge. Je n'étais pas morte, mais la femme qui avait cru en Kevin Sterling l'était bel et bien. Je suis entré dans le dressing et j'ai ouvert les grandes portes. Costume de créateur, robe de soirée, montre de luxe et bijoux haut de gamme reposaient tranquillement sous les lumières jaunes et douces. C'était le monde qui m'appartenait réellement. Pourtant, pendant 3 ans, j'avais volontairement porté des vêtements de bureau bon marché, conduit une vieille voiture et mangé des restes froids en attendant mon mari tard le soir pour qu'il ne se sente pas inférieur. Je pensais que c'était cela, l'amour. En y repensant, ce n'était que ma façon de nourrir la cupidité d'un homme sans cœur. À 4 heures du matin, Arthur m'a envoyé le premier rapport. Les comptes joints étaient verrouillés. Les garanties de crédit que je soutenais étaient révoquées conformément aux termes du contrat. Les flux de trésorerie de Sterling Tech étaient gelés juste avant un cycle de paiement majeur. J'ai lu chaque ligne sur l'écran, n'éprouvant aucune joie triomphante, seulement un calme terrifiant. Auparavant, je m'inquiétais toujours qu'il se sente sous pression, qu'il échoue ou qu'il soit jugé incompétent par les autres. Maintenant, je voulais qu'il voie par lui-même ce qu'il restait de sa prétendue virilité et de sa réussite sans moi.
Le lendemain matin, juste après 8h30, j'ai reçu une vidéo d'Arthur. L'écran montrait le hall de l'hôtel où Kevin avait organisé son mariage la veille. Il était toujours dans son costume blanc, mais il n'avait plus l'air confiant d'un marié. Ses cheveux étaient en bataille. Il avait des cernes sous les yeux, et son visage était tendu. À côté de lui se trouvait Chloé dans une robe de mariée froissée, son maquillage légèrement estompé. Son attitude douce de la veille avait disparu, remplacée uniquement par de l'impatience et de l'irritation. Le directeur de l'hôtel a posé la facture sur le comptoir, s'exprimant poliment. Monsieur Sterling, le total des frais pour la réception, les suites et les services supplémentaires s'élèvent à 25 000 $. Allez-vous payer par carte ou par virement bancaire? Kevin a froncé les sourcils, a sorti la carte noire qu'il exhibait toujours devant ses amis et l'a passée. La machine a émis un bip sec. Transaction refusée. L'expression de Kevin a changé, mais il a essayé de garder sa voix stable. Erreur de machine. Réessayer. La deuxième fois, le résultat a été le même. Il est passé à une autre carte, puis à une autre. Toutes ont été refusées. Les personnes qui attendaient en ligne derrière eux ont commencé à le fixer. Chloé s'est penchée tout près, sa voix basse, mais toujours captée par l'audio. Qu'est-ce que tu fais? Tu as dit que tu avais tout prévu. Kevin a marmonné entre ses dents. Tais-toi et laisse-moi gérer ça. Il a ouvert son application bancaire sur son téléphone. Au moment où il a vu son solde, sa main s'est figée, son visage devenant aussi blanc que si tout son sang s'était vidé. La caméra a zoomé légèrement sur l'écran. Solde disponible, 0,40 $. Chloé l'a vu aussi. Sa bouche est restée grande ouverte. 40 centimes? Tu plaisantes? Où est ton argent? Où est ton entreprise? Tu as dit que tu venais de signer un contrat de plusieurs millions de $. Kevin a fait un demi-pas en arrière, le regard vague. Il s'est déconnecté, s'est reconnecté, puis a ouvert tous ses autres comptes, personnels, professionnels, portefeuille numérique, carte de crédit. Tous étaient soit verrouillés, soit n'affichaient que quelques centimes. Le marié confiant de la veille s'est dissous aussi vite que du maquillage sous la pluie. Il a regardé autour de lui, commençant à réaliser que tous les yeux étaient fixés sur lui. Hier, il le regardait comme un PDG prospère. Ce matin, il le regardait comme un escroc qui ne pouvait même pas payer son propre mariage. Chloé a serré les dents. Kevin, as-tu réellement de l'argent ou m'as-tu arnaqué depuis le début? Kevin l'a foudroyé du regard. Penses-tu que je voulais ça? C'est forcément Amelia. C'est elle qui fait ça. En l'entendant prononcer mon nom, j'ai délicatement posé ma tasse de café. Ainsi, il me connaissait assez bien pour savoir qui pouvait l'écraser aussi vite, mais pas assez bien pour en comprendre la raison. Finalement, Chloé a dû utiliser sa propre carte pour payer un acompte, et l'hôtel a exigé que Kevin signe un billet à ordre pour régler le reste avant la fin de la journée. Pendant qu'il signait, sa main tremblait tandis que Chloé se tenait à ses côtés avec des yeux qui ne contenaient aucun amour, seulement du mépris. La vidéo s'est terminée. J'ai pris une gorgée de café juste au moment où mon téléphone a sonné. L'écran affichait le nom, Marie. Je l'ai observé pendant quelques secondes et j'ai ri. Je riais plus de moi-même que de lui. J'ai changé le nom du contact pour « Kevin » et j'ai répondu. Sa voix a immédiatement hurlé à travers le haut-parleur. « Amelia, c'est toi qui as fait ça? Qu'est-ce qui est arrivé à mes comptes, mes cartes? Es-tu folle? » Je me suis levé et je suis sorti sur le balcon. La brise matinale soufflait dans mes cheveux, froide et pure. C'était moi. L'autre bout du fil est resté dans un silence de mort pendant quelques secondes avant que sa respiration ne devienne plus lourde. Sur quelle base as-tu fait ça? C'est mon argent. C'est mon entreprise. J'ai regardé le trafic loin en bas, ma voix aussi détendue que si je demandais des nouvelles du temps. Ton argent? Ton entreprise. Kevin, veux-tu que je te rappelle chaque centime que je t'ai versé? Ou devrais-je simplement envoyer les relevés bancaires directement à ta nouvelle mariée? Il s'est étouffé, mais a rapidement baissé la voix pour grogner. Amelia, écoute-moi. Ce qui s'est passé hier n'est pas ce que tu penses. Chloé et moi sommes juste. Je l'ai interrompu. Juste en train de porter des habits de mariage, d'échanger des alliances,
de porter des toasts aux tables et de dire oui devant des centaines de personnes. C'est bien ça? Il a gardé le silence. Ce silence était plus sale que n'importe quel mensonge. J'ai continué. Cet après-midi, mon avocate enverra les papiers du divorce. À partir de cette seconde, prépare-toi à rendre tout ce qui ne t'appartient pas. Kevin a hurlé. Tu n'oserais pas. J'ai souri, observant le lever du soleil au loin. Tu as osé épouser quelqu'un d'autre alors que j'étais encore ta femme. Devine ce que j'ose faire d'autre. J'ai raccroché avant que Kevin ne puisse crier un autre mot. Immédiatement, j'ai bloqué son numéro, bloqué ses réseaux sociaux et bloqué les discussions de groupe familial qui passaient leur journée et leur nuit à me faire la morale sur les devoirs d'une bonne épouse. Auparavant, si sa mère m'envoyait un message pour se plaindre d'un mal de tête, je commandais des médicaments, appelais une voiture, cuisinais de la soupe et me précipitais chez elle. Si Kevin disait que son entreprise manquait de liquidité, je me démenais discrètement pour régler le problème, agissant comme si son échec était de ma faute. En y repensant, je ne savais pas si je l'aimais vraiment ou si je servais simplement une famille entièrement habituée à prendre sans jamais savoir remercier. À 10 heures du matin, l'avocat Harrison m'a appelé. Il était le directeur du département juridique de Vance Global et l'homme en qui mon père avait le plus confiance. Mademoiselle Vance, les documents de divorce sont prêts. Les preuves d'adultère, de transfert d'actifs, de garantie de crédit et de contrat liés à Sterling Tech ont toutes été rassemblés. J'enverrai l'accord de règlement à Kevin Sterling cet après-midi. J'ai regardé la pile de documents sur ma table, ma voix ferme. Fais en sorte que ce soit clair dans l'accord. Je ne demande pas de compensation financière pour préjudice moral. Je veux juste récupérer absolument tout ce qui m'appartient. Harrison a marqué un temps d'arrêt avant de parler. Êtes-vous sûr? Avec les preuves que nous avons, si nous allons au procès, vous pourriez obtenir bien plus de lui. J'ai eu un rire léger. Monsieur Harrison, je ne fais pas preuve de clémence. Je veux juste qu'il marche de lui-même dans le piège. Un homme comme Kevin ne signera pas facilement. Il va se débattre, rejeter la faute et essayer de faire une scène. Laisse-le faire. Plus il lutte, plus nos preuves s'améliorent. Exactement comme je l'avais prédit, moins de 2 heures plus tard, Arthur m'a envoyé un message. Martha, la mère de Kevin, s'était présentée à mon ancien immeuble de bureau. Elle exigeait de me voir et faisait un scandale dans le hall. J'ai posé mon téléphone et j'ai lentement fini mon eau. Martha était enfin apparue. Durant mes 3 années en tant que belle-fille, cette femme ne m'avait jamais considéré comme un membre de la famille. Pour elle, j'étais un distributeur automatique qui savait cuisiner. Quelqu'un qui devait se tenir sagement derrière son fils, une belle-fille qui ne pouvait pas donner naissance, même si Kevin lui-même utilisait constamment sa carrière comme excuse pour retarder le moment d'avoir des enfants. Elle m'avait dit un jour droit dans les yeux, quand une femme se marie, la famille de son mari est sa seule famille. L'argent que tu gagnes doit être géré par ton mari. Si tu te comportes de manière si calculatrice, quel genre de foyer est-ce là? À l'époque, je m'étais contenté de sourire. Maintenant, je voulais voir quel genre de foyer elle allait revendiquer lorsqu'elle réaliserait que son fils avait pris une seconde épouse alors que la première était encore bien présente. J'ai ouvert le flux de sécurité en direct. Dans le hall de l'entreprise, Martha, vêtue d'une tenue en soie violette, les cheveux bruchés et les poignets couverts de bracelets en or, pointait du doigt la réceptionniste en criant « Appelez Amélia ici. C'est ma belle-fille. Elle a osé geler l'argent de mon fils. Elle a osé détruire ma famille. Je dois lui donner une leçon. Ne pensez pas que vous pouvez la protéger simplement parce qu'elle joue les douces. Une femme qui ne sait pas retenir son homme mérite qu'il en trouve une autre. » Les employés qui se rassemblaient autour étaient de plus en plus nombreux. Quelqu'un l'a reconnue comme étant ma belle-mère et a commencé à chuchoter. La réceptionniste, rouge de gêne, a dit maladroitement « Madame, Amélia est en congé aujourd'hui. Si vous avez besoin d'elle, vous pouvez la contacter directement. » Martha a jeté son sac de marque sur le comptoir. « En congé ? Elle se cache. Dites-lui de descendre ici. Laissez-moi vous dire que s'il arrive quoi que ce soit à mon fils, je ne la laisserai pas vivre en paix. » En regardant cette scène, mon cœur s'est glacé. Il s'avérait que même à ce stade, à leurs yeux, c'était encore moi qui avais tort. Son fils avait trompé, commis une bigamie, escroqué sa femme et dépensé l'argent de sa femme. Pourtant,
Elle me voyait toujours comme celle qui détruisait le foyer. J'ai appelé Arthur, livre le cadeau que j'ai préparé pour elle. Oui, mademoiselle. Quelques minutes plus tard, un homme en costume noir est entré dans le hall. C'était mon assistant juridique tenant une tablette. Il s'est tenu devant Martha, son attitude polie mais son regard de glace. Martha, mademoiselle Vance m'a demandé de vous montrer quelques éléments. Avant de continuer à insulter votre belle-fille, peut-être devriez-vous savoir ce que votre fils a fait. Martha a froncé les sourcils. Qui êtes-vous? Je ne regarde rien du tout. Dites à Amelia de sortir. L'assistant n'a pas discuté. Il a simplement appuyé sur lecture. L'écran montrait des images de Kevin et Chloé entrant dans l'hôtel main dans la main, suivi d'un clip provenant d'une suite nuptiale. Les deux s'enlaçaient, riaient et discutaient de la façon dont, après l'introduction en bourse de Sterling Tech, ils me forceraient à divorcer pour qu'ils puissent s'approprier une plus grande partie de mes actifs. Leurs paroles infâmes résonnaient clairement dans le hall de l'entreprise. La voix de Chloé gloussait sur la vidéo. « Tu n'as pas peur qu'Amelia le découvre ?» La voix de Kevin répondait avec un pur mépris. « Elle est bête comme ses pieds. Si elle le découvre, elle pleurera pendant quelques jours et s'en remettra. Son argent finira de toute façon par m'appartenir. » Le visage de Martha est devenu livide. Les chuchotements autour d'elle se sont instantanément transformés en un dégoût non dissimulé. Les gens secouaient la tête. Certains ont sorti leur téléphone pour enregistrer. Martha pointait un doigt tremblant vers l'écran, ses lèvres bougeant mais aucun mot ne sortait. L'assistant a éteint la vidéo et a calmement transmis mon message. Mademoiselle Vance m'a également demandé de vous transmettre un avertissement. Si vous continuez à causer du désordre ici, l'intégralité du dossier concernant l'argent du prétendu cadeau de mariage que vous avez pris pour acheter une maison à votre fils cadet sera envoyé à nos avocats. Quand cela se produira, Kevin ne sera pas le seul à devoir s'expliquer. Martha a reculé en trébuchant. Pour la première fois, la femme qui me faisait si fort la morale sur la façon d'être une épouse avait l'air terrifiée. J'ai observé à travers l'écran, n'éprouvant aucune joie, réalisant seulement que ce mariage avait pourri dès les racines. La trahison de Kevin n'était pas isolée. Derrière lui se trouvait toute une famille habituée à traiter mes sacrifices comme une obligation. J'ai fermé le flux de la caméra, je me suis levé et j'ai marché vers mon bureau. Sur mon moniteur, le rapport financier de Sterling Tech venait d'arriver. Une marée de chiffres rouges défilait sous mes yeux. Des prêts utilisés à de mauvaises fins, des revenus gonflés, des fonds d'entreprise transférés sur des comptes personnels, ainsi que des bijoux et des vacances pour Chloé enregistrés en tant que frais de représentation des clients. J'ai posé ma main sur la souris et j'ai double-cliqué pour ouvrir le dernier dossier nommé « Preuve principale ». À l'intérieur se trouvait de quoi faire perdre à Kevin non seulement sa nouvelle femme et son argent, mais aussi le titre de jeune visionnaire de la technologie dont il était si fier. J'ai appelé l'avocat Harrison. Lancez l'étape 2, couper le contrat vital de Sterling Tech. La voix à l'autre bout a répondu par un bref « Compris, mademoiselle Vance ». J'ai regardé par la fenêtre. Le ciel de New York était incroyablement bleu ce jour-là, mais pour Kevin Sterling, il n'y aurait plus d'autre journée ensoleillée à partir de ce moment. Moins de 30 minutes après l'envoi de mon ordre, la salle de conférence du 12e étage de Sterling Tech s'était transformée en un brasier. Arthur a ouvert le flux de la caméra interne que nous avions sécurisée. Sur mon écran, Kevin se tenait au centre de la pièce, serrant une pile de papier, tremblant de rage. Sur la table se trouvait l'avis de résiliation d'Apex Solutions, le plus gros client de Sterling Tech, représentant près de 70% de leur chiffre d'affaires annuel. Ils s'étaient constamment vantés d'avoir négocié personnellement cet accord, affirmant que tant qu'ils auraient Apex, Sterling Tech serait bientôt un acteur majeur du secteur. Ils ne savaient pas qu'Apex Solutions était une filiale de Vance Global, et le contrat dont il était si fier n'était qu'un parapluie que j'avais discrètement tenu au-dessus de sa tête pendant 3 ans. L'assistant de Kevin se tenait dans le coin, la voix tremblante. « Monsieur Sterling, Apex Solutions exige l'arrêt immédiat de tous les projets en cours. Il nous demande également de restituer la compte de $300 000 sous 10 jours. Si nous ne le faisons pas, ils nous poursuivront pour rupture de contrat et faute professionnelle. » Kevin a projeté les papiers sur la table. « C'est absurde. J'ai parlé à leur directeur hier encore. Il est impossible qu'ils se retournent contre nous aussi vite. » Un responsable technique a baissé la tête, sa voix basse mais suffisante pour faire taire la pièce. «
Monsieur Sterling, ce n'est pas seulement Apex. 3 autres clients viennent d'envoyer un email pour suspendre leur contrat, et notre hébergeur de serveur exige un paiement aujourd'hui, sinon il coupe notre accès. Kevin s'est retourné brusquement, le visage rouge, les yeux injectés de sang. Ce n'était plus le marié rayonnant dans son costume blanc. C'était un homme que l'on arrachait à son trône imaginaire, tombant sur le sol froid et dur, mais refusant toujours d'admettre qu'il n'avait jamais été debout si haut pour commencer. Qu'est-ce que vous regardez tous? L'entreprise n'est pas morte. Je vais régler ça. Une comptable tremblante a pris la parole. Mais les comptes de l'entreprise ont été temporairement gelés. Nous n'avons même pas les fonds pour payer les salaires ce mois-ci. Cette phrase a été comme une allumette jetée dans de l'essence. La pièce a éclaté en panique. Les gens ont commencé à envoyer des messages frénétiquement ou à échanger des regards terrifiés. Je connaissais ces gens. Beaucoup d'entre eux n'avaient reçu leur salaire à temps que parce que j'avais discrètement effectué des virements pour sauver l'entreprise. Pourtant, officiellement, tout le mérite en revenait à Kevin. Il se tenait devant eux comme un jeune PDG brillant alors que je n'étais que l'épouse ordinaire qui savait cuisiner et se taire. Mon téléphone a vibré. C'était Harrison. Mademoiselle Vance, Apex a envoyé l'avis officiel. Chase Bank a également traité la demande de révision de ses garanties de crédit. S'il ne peut pas prouver sa situation financière personnelle, les lignes de crédit élargies de Sterling Tech seront entièrement fermées. J'ai observé Kevin sur le moniteur passer des appels frénétiques, probablement aux hommes qui lui tapaient sur l'épaule et buvaient avec lui auparavant. Laisse-le appeler. Je voulais qu'il réalise que les gens qui trinquaient avec lui ne respectaient que l'ombre qui se tenait derrière lui. Harrison a ajouté. Et l'accord de divorce? Envoie-le, ai-je répondu. Mais ne t'attends pas à ce qu'il signe. Il n'apprendra pas sa leçon tant qu'il ne sera pas trop tard. À ce moment précis sur le flux, les portes de la salle de conférence ont été poussées violemment. Chloé est entrée, vêtue de vêtements décontractés, mais son maquillage lourd ne pouvait cacher son épuisement. Elle ne ressemblait plus à la douce mariée. Ses yeux étaient rouges et elle brandissait son téléphone directement sous le nez de Kevin. Explique-moi ça. La direction de l'hôtel m'a appelé 3 fois. Ils ont dit que si nous ne payions pas le reste de la facture aujourd'hui, ils enverraient un avis de recouvrement à nos 2 familles. Pourquoi devrais-je payer pour ton mariage? Kevin a sifflé. Sors. C'est un bureau ici. Chloé a eu un rire froid et aigu, cassant comme du verre brisé. Un bureau? Quel bureau? Celui dont les comptes ne peuvent même pas couvrir une note d'hôtel. Tu m'as dit que tu allais boucler une levée de fonds massive. Tu as dit que tu m'achèterais un appartement à Brooklyn Heights. Tu m'as dit qu'Amelia n'était qu'une campagnarde qui ne t'atteignait pas. Maintenant, elle fait un seul geste et tu te retrouves réduit à ça. Alors dis-moi, qui te nourrissait réellement? Toute la pièce est restée dans un silence de mort. La question de Chloé a giflé Kevin en plein visage devant tous ses employés. Je me tenais derrière l'écran et je n'ai pas souri, car à ce moment-là, j'ai réalisé que le plus ridicule n'était pas que Chloé se réveille trop tard de son illusion, mais que ce n'était que lorsqu'il se retrouvait les mains vides qu'il commençait enfin à dire la vérité en mon nom. Kevin s'est jeté en avant, saisissant le poignet de Chloé, baissant la voix d'un ton menaçant. Ferme ta bouche. Si tu n'avais pas insisté pour avoir un statut, je n'aurais pas précipité le mariage. Chloé a dégagé sa main d'un coup sec, les yeux flamboyants. Tu me rejettes la faute? C'est toi qui as traité Amelia d'idiote. C'est toi qui as dit qu'une fois mariée, tu la forcerais à divorcer pour t'emparer d'une plus grande partie de ses biens. Un bip très discret a retenti d'un appareil d'enregistrement posé sur la table de conférence. J'ai jeté un regard à Arthur, qui a fait un léger signe de tête. Excellent. Plus il se battait, plus il nous fournissait de preuves. J'avais l'habitude de penser que les pires trahisons étaient celles qui restaient trop bien cachées. Mais il s'avère que lorsque les traîtres sont acculés, ils s'entredéchirent plus vite que quiconque ne pourrait le faire. Cet après-midi-là, l'accord de divorce a été envoyé sur l'email de Kevin. Moins de 10 minutes plus tard, il m'a appelé depuis un numéro inconnu. J'ai répondu mais je n'ai pas parlé. Tout ce que j'entendais, c'était une respiration lourde à l'autre bout. Puis sa voix éraillée s'est fait entendre. Amelia, tu as gagné. Mais ne me pousse pas à bout. J'ai regardé la montagne de preuves sur mon bureau et j'ai répondu calmement, non, Kevin, je n'ai pas gagné.
J'ai juste récupéré la clé de la cage dans laquelle tu pensais pouvoir m'enfermer pour toujours. Il a serré les dents. Si tu continues comme ça, je m'assurerai que le monde entier sache quelle femme vicieuse tu es. J'ai fermé les yeux, écoutant le vent à travers les stores. Essai. J'ai hâte de voir combien de mensonges un homme avec 40 centimes à son nom peut s'offrir. Je savais que Kevin ne resterait pas tranquille. Un homme habitué à s'appuyer sur le travail acharné des autres pour s'attribuer le mérite, une fois traîné dans la boue. Son premier réflexe ne serait pas de réfléchir sur lui-même, mais de trouver quelqu'un d'autre à blâmer. Cet après-midi-là, après son appel de menace, il a disparu de son bureau pendant près de 2 heures. Quand Arthur m'a envoyé sa localisation, je n'ai pas été surprise. Kevin était assis dans un café haut de gamme sur la 5e avenue, directement en face de Monica, une journaliste d'affaires connue pour écrire des articles sensationnels présentant les litiges financiers comme des histoires d'hommes autodidactes écrasés par des femmes riches et vindicatives. Arthur a posé la tablette devant moi. Mademoiselle, il essaie de jouer avec les médias. J'ai regardé l'image de Kevin penché en avant, serrant son verre d'eau comme une victime pathétique, et un léger sourire a effleuré mes lèvres. Laisse-le parler. Si tu veux que quelqu'un tombe de haut, il faut d'abord le laisser monter très haut. Sur l'écran, Kevin a commencé son numéro. Il affirmait être un mari contrôlé par sa femme, forcé de signer des documents financiers, et que j'avais utilisé le pouvoir de ma famille pour geler ses comptes par pure jalousie. Il affirmait que Sterling Tech était l'œuvre de sa vie. Et parce que je ne pouvais pas accepter un divorce à l'amiable, je détruisais son entreprise, faisant perdre leur emploi à des employés innocents et semant la panique chez ses partenaires. Sa voix se brisait aux moments opportuns. Ses yeux s'embuaient parfaitement, et même ses mains tremblantes étaient si bien synchronisées que si je ne connaissais pas la vérité, j'aurais admis qu'il avait sa place à Hollywood, pas dans une salle de conseil. Monica a demandé. Avez-vous une preuve qu'Amélie Vance est derrière tout cela? Kevin a ri amèrement. Je n'ai pas son genre de pouvoir. Je suis juste un gars qui a bâti son entreprise à partir de rien. Et maintenant, même mes comptes personnels sont verrouillés. Où trouverai-je des preuves, mais je crois que le public verra qui est le véritable agresseur ici. J'ai laissé échapper un rire léger. Bâti à partir de rien. Ces mots résonnaient de façon si ironique dans sa bouche. Lorsqu'il m'avait piégé pour me faire signer des garanties de prêt. Lorsqu'il avait pris des fonds de l'entreprise pour emmener Chloé en vacances. Lorsqu'il portait un costume blanc pour épouser quelqu'un d'autre sous mes yeux. Il ne s'est certainement pas comporté comme une victime. C'était seulement lorsqu'il avait perdu l'argent, le soutien et le masque d'un PDG prospère qu'il se souvenait de jouer le rôle du héros tragique. Je me suis tourné vers Arthur. Envoie Harrison là-bas. Ne fais pas de scène, mais assure-toi que le timing soit parfait. Oui, mademoiselle. 15 minutes plus tard, juste au moment où Kevin s'apprêtait à filmer un appel au soutien public, les portes du café se sont ouvertes. L'avocat Harrison est entré accompagné de 3 collaborateurs, tous vêtus de costumes noirs stricts et portant des mallettes. Leur arrivée a fait taire tout le café. Monica a immédiatement reconnu Harrison, et son expression a changé. Dans le secteur financier, tout le monde savait qu'il dirigeait l'équipe juridique de Vance Global, un homme réputé pour ne jamais perdre un litige d'entreprise majeur. Kevin s'est levé d'un bond. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Harrison a posé une enveloppe Kraft scellée sur la table, son ton calme. « Monsieur Sterling, nous représentons mademoiselle Amélie Vance. Nous vous remettons votre première mise en demeure, qui comprend les documents de divorce, les demandes de restitution de biens privés. Une demande d'audit des fonds détournés et un avis de poursuite pour diffamation si vous continuez à propager de fausses déclarations. » Monica a froncé les sourcils. « Excusez-moi, c'est un entretien privé. Vous ne devriez pas intervenir. » Harrison s'est tourné vers elle, restant parfaitement poli. « Nous n'intervenons pas auprès de la presse. Cependant, si votre article contient des informations fabriquées, de la calomnie personnelle ou nuit à la réputation de l'entreprise, vous et votre publication serez tenus conjointement responsables. Voici un résumé des preuves pour votre examen avant de décider de publier ou non le récit partial de Monsieur Sterling. » Il a posé un autre dossier épais sur la table. Monica l'a ouvert. J'ai observé à travers la caméra ses yeux s'écarquiller peu à peu. À l'intérieur se trouvaient des photos de Kevin et Chloé à l'hôtel, des relevés bancaires montrant des fonds de l'entreprise utilisés pour les bijoux de Chloé,
le contrat d'Apex Solutions prouvant le soutien de Vance Global, et des emails où Kevin ordonnait à ses comptables de détourner des fonds. Chaque page était une gifle à son récit de victime inventée. Kevin s'est jeté en avant pour essayer d'arracher les dossiers. Ce sont des faux. Amelia me tend un piège. Harrison a maintenu fermement les dossiers, son regard se glaçant. Monsieur Sterling, je vous conseille de rester calme. Parmi ces preuves figure un enregistrement audio de vous discutant avec Mademoiselle Jenkins de la façon dont vous prévoyez de forcer Mademoiselle Vance à divorcer après avoir obtenu votre prochain tour de table. Voulez-vous que je le diffuse ici même? Le visage de Kevin s'est figé comme de la pierre. Monica a instantanément éloigné ses mains de son enregistreur vocal comme si elle craignait de s'y brûler. L'homme qui pleurait sur sa douleur l'instant d'avant semblait soudain totalement perdu, ses lèvres bougeant sans parvenir à former un seul mot cohérent. J'étais assise derrière mon écran, le regardant réaliser que la scène qu'il avait construite venait d'être transformée en tribunal par mes soins. Je n'avais pas besoin de me montrer. Je n'avais pas besoin d'élever la voix. La vérité sait toujours comment s'imposer au moment exact. Mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai répondu. À l'autre bout, la voix de Chloé tremblait. Amelia, je dois te voir. J'ai des choses à te dire sur Kevin. Je suis restée silencieuse pendant quelques secondes. Une autre pièce de l'échiquier commençait à tomber. Très bien. Ce soir à 19h, mais retiens ceci. Je ne viens pas te rencontrer pour t'écouter pleurer. Je veux seulement la vérité. À 19h, j'ai retrouvé Chloé dans un petit café calme niché à Greenwich Village. J'avais intentionnellement évité les endroits chics ou mon bureau privé parce que je ne voulais pas qu'elle ait l'impression d'entrer sur mon territoire simplement pour jouer la faible victime. Je suis arrivé 10 minutes en avance et je me suis installé près d'une fenêtre, une tasse de thé fumante devant moi. Il venait de pleuvoir et l'asphalte humide reflétait les lampadaires jaunes, le passage des piétons était rare. Chloé est entrée vêtue d'un manteau fin, les cheveux attachés à la hâte, ne ressemblant en rien à la mariée rayonnante de la veille. Elle a regardé autour d'elle, s'est figée en me voyant, comme si elle ne pouvait pas croire que la femme qui avait calmement porté un toast à son mariage puisse être assise ici avec autant de sang-froid. Amelia. Je ne me suis pas levé, me contentant de désigner la chaise en face de moi. Assieds-toi. J'ai exactement 30 minutes. Chloé s'est mordu la lèvre et s'est assise, ses mains posées sur ses genoux, ses doigts se tordant les uns les autres. Si cela s'était produit auparavant, j'aurais pu éprouver de la pitié pour elle. Mais maintenant, chaque larme qu'elle versait devait être examinée pour en vérifier l'authenticité. Amelia, je sais que tu me détestes, mais Kevin m'a menti à moi aussi. J'ai lentement remué mon thé, ma voix neutre. Mentir au point de mettre une robe de mariée, de prendre une bague, de porter un toast devant toute la salle et de regarder droit vers son épouse légitime tout en lui serrant le bras. Le visage de Chloé est devenu rouge de honte. Elle a baissé les yeux, des larmes tombant sur le dos de ses mains. J'ai eu tort. J'admets que j'ai été cupide. Il m'a dit que vous n'étiez mariés que sur le papier. Il m'a dit que vous étiez séparés depuis longtemps et que tu refusais le divorce uniquement parce que tu voulais garder des parts de l'entreprise. Il m'a dit qu'après notre mariage, il mettrait un appartement à Brooklyn Heights à mon nom et me nommerait vice-présidente de la communication chez Sterling Tech. Je n'étais pas surprise. Kevin était toujours exceptionnel pour vendre des rêves aux personnes désespérées de trouver un raccourci. À moi, il avait vendu l'image d'un homme pauvre mais sincère. À Chloé, il avait vendu le rêve de devenir l'épouse fortunée d'un PDG. Toutes les deux, à des moments différents, avions payé le prix d'une pièce de théâtre qu'il avait menée bien trop habilement. Tu ne m'as pas fait venir ici pour t'excuser. Viens en au fait. Les mains de Chloé tremblaient alors qu'elle sortait son téléphone de son sac pour le poser sur la table. J'ai des enregistrements et des messages. Kevin n'a pas seulement utilisé l'argent de l'entreprise pour m'acheter des cadeaux. Il m'a fait ouvrir un compte non déclaré sous mon nom. Au début, je pensais que c'était juste de l'argent de bonus, mais plus tard j'ai réalisé que c'était du liquide qu'il détournait des projets de Sterling Tech. J'ai fixé le téléphone, mon regard se durcissant. Combien? Près de 150 000 $ transférés en plusieurs fois. Une fois, il m'a fait retirer du liquide pour l'apporter dans un appartement dans le Queens. Il y a un coffre-fort là-bas. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur, mais je l'ai vu y ranger beaucoup de dossiers, des sceaux d'entreprise et des contrats originaux.
Mon cœur a eu un léger pincement, non pas de douleur, mais parce que la dernière pièce du puzzle venait de s'emboîter. Pendant 3 ans, je m'étais demandé pourquoi la trésorerie de Sterling Tech était toujours insuffisante malgré des revenus déclarés élevés. Il s'avérait que Kevin ne commettait pas seulement un adultère. Il avait construit un nid secret pour y cacher de l'argent volé et des documents. « Pourquoi me dis-tu cela ?» ai-je demandé. Chloé a éclaté en sanglots, tout en essayant de rester discrète. Parce qu'il veut rejeter la faute du détournement de fonds sur moi. Cet après-midi, après avoir rencontré tes avocats, il m'a appelé et m'a dit, si l'entreprise fait l'objet d'une enquête, tu dois avouer que c'est toi qui as volé l'argent et forgé les documents de ton propre chef. Il a dit, tu n'es qu'une simple employée. Le pire qui puisse t'arriver, c'est d'être licencié. Mais lui est le PDG. S'il tombe, nous mourrons tous les deux. Amélia, j'ai peur. J'ai regardé la femme en face de moi. Hier, elle se tenait à côté de mon mari, l'air d'une conquérante. Aujourd'hui, elle était assise ici en tremblant, suppliant d'obtenir de l'aide de la femme même dont elle avait tenté de bafouer la dignité. La vie tourne incroyablement vite. Mais ce qui est plus effrayant, c'est que certaines personnes n'apprennent la peur que lorsque le feu atteint leurs propres pieds. J'ai repoussé mon thé. Chloé, je ne te sauve pas par pitié. Je te donne une chance parce que ta vérité a de la valeur. Si ce que tu me donnes est réel, mes avocats noteront ta coopération. Pour le reste, si tu oses cacher un seul mot, modifier un seul enregistrement ou retourner avertir Kevin, la première personne que je détruirai, ce sera toi. Elle a hoché la tête frénétiquement. Je comprends. Je comprends vraiment. J'ai appelé Harrison. Envoie une équipe au café. Apporte les formulaires de chaîne de conservation. De plus, enquête immédiatement sur un appartement dans le Queens sous le nom de Chloé Jenkins ou de ses proches. Harrison a répondu instantanément. J'aurai des gens là-bas dans 10 minutes. Chloé m'a regardé avec un mélange de terreur et de supplication. Amélia, si je te livre tout, est-ce que tu me laisseras partir? Je suis restée silencieuse un moment avant de répondre. Je ne suis pas juge. Je ne peux pas t'acquitter, mais je peux te dire ceci. Tu as choisi d'entrer dans le mariage d'une autre femme par cupidité, tu dois donc payer le prix de cette cupidité. La seule chose que tu puisses faire maintenant, c'est de veiller à ne pas devenir le bouc émissaire de Kevin. Elle a baissé la tête et a pleuré. Je ne lui ai offert aucun réconfort. De l'autre côté de la vitre, un SUV noir s'est arrêté. Les collaborateurs d'Harrison sont entrés en portant des mallettes et du matériel de clonage de données. Lorsque Chloé a déverrouillé son téléphone, chaque enregistrement, message et photo du coffre-fort est apparu sous mes yeux. Dans l'un des enregistrements, la voix de Kevin résonnait de manière limpide. Garde juste l'argent sur ton compte. Même si Amélia veut un audit pendant le divorce, elle ne pourra pas le retracer. Elle me fait trop confiance. J'ai fermé les yeux une seconde, non pas par douleur, mais parce que je venais d'entendre le fond absolu de son mépris pour moi. Quand j'ai ouvert les yeux, il ne restait plus en moi qu'un calme tranchant comme un rasoir. J'ai dit à Harrison, scelle toutes les preuves ce soir. Demain matin, nous ne ferons pas que demander le divorce. Nous porterons plainte au pénal. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, non pas à cause d'un chagrin d'amour, mais parce que je savais que cette bataille venait d'atteindre son point le plus critique. L'adultère pouvait briser un mariage, mais les documents cachés dans cet appartement du Queens pouvaient complètement couper la voie de secours de Kevin. Vers 23 heures, Harrison m'a signalé que l'appartement était enregistré au nom du cousin de Chloé. Mais la caution et les 3 ans de charges de copropriété avaient été payés depuis un compte lié à Sterling Tech. Ce simple détail prouvait que l'appartement n'était pas seulement un nid d'amour. C'était un coffre-fort pour tout ce que Kevin voulait me cacher, à moi, à ses employés et au fisc. J'ai enfilé un costume gris strict, j'ai attaché mes cheveux fermement en arrière et j'ai dit à Arthur, j'y vais avec eux. Arthur a froncé légèrement les sourcils. Mademoiselle, cet endroit est sale. Laissez les avocats et notre sécurité s'en charger. Je l'ai regardé. Pendant 3 ans, j'ai signé d'innombrables documents parce que je lui faisais confiance. S'il y a des signatures contrefaites de ma main là-dedans, je veux les voir de mes propres yeux. Arthur n'a pas insisté davantage. Il a discrètement ouvert la portière de la voiture. La ville était humide et froide après la pluie. Alors que la voiture traversait le pont, j'ai regardé l'eau noire sous les lumières de la rue,
me sentant étrangement sereine. Peut-être qu'une personne ne cesse de souffrir que lorsqu'elle arrête d'attendre des excuses. Je n'avais pas besoin des remords de Kevin. J'avais seulement besoin de toute la vérité brute pour balayer ses dernières excuses. L'appartement se trouvait dans un immeuble de catégorie moyenne dans le Queens, tout à fait ordinaire de l'extérieur. Quand je suis arrivé, Harrison, 2 collaborateurs juridiques et Chloé attendaient déjà dans le couloir. Chloé portait un masque, ses yeux étaient rouges, ses mains tremblaient alors qu'elle tenait les clés. En me voyant, elle a incliné la tête profondément. Amelia, je ne savais vraiment pas ce qu'il y avait là-dedans. Je ne suis venu ici que quelques fois. Je suis passé devant elle, ma voix glaciale. Tu en savais assez pour détenir la clé. Ne te prétends pas innocente trop vite. Elle s'est figée et a gardé le silence. La porte s'est déverrouillée, libérant un mélange de parfum pour homme et une odeur de vieux papier. L'appartement était petit mais discret. Les rideaux étaient tirés hermétiquement. Un verre de whisky à moitié vide était posé sur la table, et un classeur verrouillé se tenait dans le coin. Dans la chambre, les draps gris étaient défaits. J'y ai jeté un coup d'œil et j'ai immédiatement détourné les yeux. Non pas par jalousie, mais parce que l'endroit qui abritait la trahison de mon mari ne méritait pas une seconde de plus de mon émotion. Harrison a désigné le coffre-fort mural caché derrière la porte d'un placard. Mademoiselle Jenkins dit que le code est la date d'anniversaire de Monsieur Sterling. Chloé s'est approchée et a saisi les chiffres. Le coffre-fort a émis un clic sec et s'est ouvert. À l'intérieur, il n'y avait pas autant de liquide que ce à quoi je m'attendais. Juste quelques liasses de billets, des montres, 2 boîtes à bijoux et une épaisse pile de dossiers Kraft scellés dans du plastique. Harrison a enfilé des gants et les a sortis un par un. Quand le premier dossier a été ouvert, ma main posée sur ma hanche s'est crispée. C'était une copie de l'acte de propriété de ma maison privée à Aspen, détenue avant le mariage, rattachée à un accord d'hypothèque portant ma signature. Le problème était que je ne l'avais jamais signé. Harrison m'a regardé, son expression s'assombrissant. La signature est contrefaite, mais c'est une excellente imitation. J'ai pris la photocopie, fixant la boucle finale de mon nom. Il y a 3 ans, Kevin avait dit qu'il voulait apprendre à imiter ma signature parce qu'il trouvait mon écriture belle. À l'époque, j'avais juste ri et signé un morceau de papier pour lui montrer. Il s'avère que certains moments qui semblent intimes ne sont en fait qu'un ennemi mesurant l'angle exact pour vous poignarder. J'ai dit, photographiez tout. Scellez les originaux. Le deuxième dossier était un grand livre de comptes bancaires montrant des mouvements de fonds de Sterling Tech vers les comptes de Chloé et des sociétés écrans. Le troisième dossier contenait de faux contrats de fournisseurs. Le quatrième dossier a plongé toute la pièce dans un silence de mort. C'était un plan global pour me forcer au divorce. Kevin avait tracé étape par étape la manière de transférer des actifs, de fabriquer des preuves montrant que je négligeais la famille, et avait même ajouté des notes sur la façon d'utiliser sa mère pour me faire pression si je refusais de signer. J'ai lu jusqu'à la dernière ligne et j'ai ri malgré moi. Le son était si doux, mais il a tellement terrifié Chloé qu'elle a fait un pas en arrière. Il a été méticuleux, a noté calmement Harrison. J'ai refermé le dossier. C'est bien. Mon seul regret est d'avoir utilisé ma confiance pour nourrir un serpent capable de faire des feuilles de calcul. À ce moment précis, des coups violents ont résonné à la porte d'entrée. La voix de Kevin a hurlé depuis le couloir. Chloé, ouvre la porte. Comment oses-tu me trahir? Chloé est devenue pâle. Harrison a immédiatement fait signe à son collaborateur d'allumer l'enregistreur audio. Arthur s'est placé devant moi, mais je n'ai pas reculé. Au moment où la porte s'est entr'ouverte, Kevin a fait irruption comme un fou. Sa chemise était froissée, ses yeux injectés de sang, son visage reflétant un désespoir total. Il m'a vu. Puis il a vu le coffre-fort ouvert. En une fraction de seconde, toute l'agressivité a disparu de son visage, remplacée par une terreur pure. Amelia, écoute-moi. Ces documents ne sont pas ce que tu penses. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Alors dis-moi, est-ce que ma signature contrefaite sur l'hypothèque de ma propriété privée est également différente de ce que je pense? Ses lèvres tremblaient. Il s'est retourné brusquement vers Chloé, levant la main comme pour la frapper. Espèce de... Arthur a réagi instantanément, saisissant le bras de Kevin et le tordant douloureusement derrière son dos. Kevin a serré les dents, mais a continué à crier. Amelia,
ne me pousse pas à bout. Si je tombe, tu ne vivras pas en paix non plus. Je me suis approché de lui, prononçant clairement chaque mot. Tu ne vas pas mourir. Tu vas vivre. Vivre assez longtemps pour répondre de chaque signature falsifiée, de chaque dollar détourné et de chaque mensonge que tu as utilisé pour me piétiner. Dehors, dans le couloir, les bruits de pas de la sécurité du bâtiment et des policiers témoins s'approchaient. J'ai baissé les yeux vers Kevin, maintenu au sol. Pour la première fois, ses yeux ne contenaient aucun mépris, aucune arrogance, seulement une peur nue et dépouillée. Je me suis tourné vers Harrison. Demain, nous déposons les plaintes pénales complémentaires. Ce n'est plus seulement un divorce. C'est une affaire criminelle. Le lendemain matin, alors que Harrison déposait officiellement les plaintes complémentaires, Kevin a abattu ce qu'il pensait être sa dernière carte, la plus tranchante. En quelques heures, les réseaux sociaux ont été inondés d'articles extrêmement sensationnels. Un PDG autodidacte manipulé par sa femme héritière milliardaire, la femme derrière les comptes gelés, quand l'argent transforme le mariage en une vengeance impitoyable. J'étais assise à mon bureau, faisant défiler ces mots infâmes, sentant mon cœur se changer en glace. Il m'appelait une femme vicieuse, une fille riche gâtée qui ne supportait pas que son mari trouve un nouvel amour. Une tyranne utilisant la richesse de sa famille pour détruire la carrière d'un homme qui s'était fait tout seul. Arthur se tenait à mes côtés, réprimant sa colère. Mademoiselle. L'équipe des relations publiques a confirmé que la plupart de ces comptes sont des robots. Quelqu'un a payé pour des publicités ciblées afin de propager ce récit et de vous attaquer, vous et Vance Global. J'ai posé la tablette. Kevin n'a plus d'argent. Qui a payé pour ça? Arthur a répondu. Il est fort probable que Martha ait hypothéqué sa maison de campagne pour obtenir un prêt d'urgence. De plus, il y a des signes indiquant que Chloé lui a viré une petite somme avant de changer de camp et de coopérer avec nous. J'ai eu un rire sec. Même acculés, ils ne savent toujours pas s'arrêter. D'un côté, une mère hypothèque sa maison pour sauver la prétendue vanité de son fils. De l'autre, une maîtresse qui me supplie de lui faire grâce, mais qui n'a toujours pas rompu ses liens de cupidité et de peur. Et Kevin. Il était toujours le même, ravi de traîner tout le monde dans la boue simplement pour prouver qu'il n'avait pas tort. À midi, le standard de mon ancienne entreprise explosait. Des personnes qui ne connaissaient pas la vérité appelaient pour hurler des insultes, et quelqu'un a même envoyé une couronne funéraire à la réception. D'anciens collègues m'envoyaient des messages affolés. Amélia, les gens sur Internet disent des choses terribles. Ils disent que tu as détruit l'entreprise de ton mari par jalousie. Est-ce que tu vas bien? J'ai fixé ces messages pendant un long moment. Pendant 3 ans, j'avais vécu si discrètement que lorsque j'ai été calomnié, même les personnes qui travaillaient à mes côtés ne savaient pas quoi croire. Je ne leur en voulais pas. Les masses sont facilement influencées par des larmes artificielles et des histoires partiales. Ce que je devais faire n'était pas de crier plus fort que Kevin, mais de traîner la vérité sous la lumière d'une manière qui garantisse qu'il ne puisse plus jamais lever la tête. Dans l'après-midi, Harrison m'a envoyé le résumé des relations publiques. Quelques sites d'information légitimes avaient repris l'histoire de Kevin sans la vérifier. Dans un entretien vidéo lourdement édité, Kevin apparaissait devant une caméra, l'air abattu et les larmes aux yeux. J'admets que notre mariage avait des problèmes, mais je ne mérite pas d'être détruit ainsi. Je veux seulement que justice soit faite pour les hommes autodidactes qui sont méprisés par les familles riches de leurs épouses. J'ai éteint l'écran. Il était vraiment doué. Même l'acte d'épouser quelqu'un d'autre alors qu'il était légalement marié avec moi était présenté comme « notre mariage avait des problèmes ». Même la falsification de ma signature pour hypothéquer ma propriété était balayée par l'expression « fait par lui-même ». J'aimais autrefois cette illusion de l'homme autodidacte. Je pensais que si je me montrais assez patiente, il finirait par se tenir debout tout seul. Mais il s'avère que certaines personnes ne veulent pas se tenir debout seules. Elles veulent juste grimper sur les épaules de quelqu'un d'autre, puis se plaindre que la personne qui les porte est trop grande. Ce soir-là, mon père m'a appelé. Sa voix était calme, sans aucun reproche. « Amélia, jusqu'où as-tu l'intention de mener cela ?» Je me tenais près de la baie vitrée, regardant la ville scintillante. Jusqu'à ce que plus personne n'ose utiliser le nom de Vance comme toile de fond pour ses mensonges. Mon père est resté silencieux quelques secondes avant de dire « Je t'ai laissé choisir ce mariage toi-même parce que je voulais que tu comprennes le monde par ton propre cœur. Mais à partir de demain,
si tu as besoin de Vance Global derrière toi, utilise tout ce qui t'appartient. Mes yeux se sont embués. Pendant 3 ans, je m'étais caché non seulement de Kevin, mais aussi de mon père. Je voulais prouver que je pouvais vivre un amour qui ne nécessitait pas une immense richesse, du pouvoir ou le soutien du nom de Vance. En fin de compte, j'ai prouvé toute autre chose. Un amour qui vous demande de vous effacer n'est plus de l'amour. J'ai parlé doucement. Papa, je suis désolé. Il a répondu, pas besoin de t'excuser. Ce n'est pas toi qui devrais t'excuser. Après cet appel, je suis resté assise seule pendant un long moment. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai passé en revue les preuves, la vidéo du mariage, les transferts bancaires, les contrats contrefaits, l'audio de Kevin complotant pour voler mes biens. Les données du coffre-fort du Queens et l'enregistrement de ses menaces envers Chloé pour qu'elle assume la responsabilité. Chaque fichier était une aiguille recousant mes blessures avec le fil froid de la raison. J'ai appelé Harrison et le directeur des relations publiques de Vance Global. Demain matin à 10 h, organisez une conférence de presse au siège. Invitez tous les médias qui ont publié un article sur moi. Quiconque a tenu la plume pour écrire un mensonge, je veux qu'il soit assis au premier rang pour regarder la vérité. Le directeur des relations publiques a demandé, Mademoiselle Vance, voulez-vous que nous vous préparions un discours? J'ai regardé les dossiers épais sur mon bureau, ma voix assurée. Ce n'est pas nécessaire. La vérité n'a pas besoin de beaucoup de phares. Harrison a demandé. Et Kevin? J'ai esquissé un rictus. Envoie-lui une invitation. S'il veut jouer la victime devant le public, je vais lui offrir une plus grande scène. Cette nuit-là, il a de nouveau plu. Les gouttes frappant la vitre résonnaient comme des tambours avant un procès. Je savais que demain, sous les flashs des appareils photo, mon mariage en ruine ne resterait plus dans l'ombre. Kevin avait choisi l'opinion publique comme arme. Maintenant, j'allais lui montrer à quel point cette lame tranche profondément lorsqu'elle bascule de l'autre côté. Le lendemain matin, je portais un costume blanc cintré, pas de bijoux tapas accent grave-l'œil, pas de rouge à lèvres rouges, rien qui puisse permettre à quiconque de m'accuser de jouer le rôle d'une élite avide de pouvoir. Je voulais paraître entièrement calme, entièrement propre, comme une feuille de papier blanche posée sur les ratures sales de Kevin. Lorsque ma voiture s'est arrêtée devant le siège de Vance Global, des dizaines de journalistes bloquaient déjà l'entrée. Les caméras, les micros se dressaient comme une forêt d'armes. Certains criaient mon nom, d'autres lançaient des questions rapides sur le divorce, et un homme a crié agressivement, « Mademoiselle Vance, admettez-vous utiliser votre argent pour détruire la carrière de votre mari ?» Je me suis arrêté et j'ai regardé directement l'homme qui avait posé la question. Il a légèrement reculé, ne s'attendant probablement pas à ce que je soutienne son regard. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je me suis contenté de dire, dans 10 minutes, à l'intérieur de l'auditorium, je répondrai avec des preuves. Sur ce, je suis entré. Le grand hall de Vance Global était brillamment éclairé, mais l'air était aussi lourd que le calme avant la tempête. Harrison marchait à mes côtés, tenant les dossiers scellés. Arthur me suivait, son expression impassible, mais ses yeux balayant chaque recoin. Lorsque les portes de la salle de presse se sont ouvertes, j'ai vu que Kevin était déjà là. Il était assis au deuxième rang, vêtu d'une chemise grise, ses cheveux coiffés à la hâte, le visage émacié, mais essayant toujours de garder un air de défi. À côté de lui se trouvait sa mère, Martha. Ses yeux étaient gonflés, ses lèvres serrées. Chloé n'était pas assise avec eux. Elle se tenait dans un coin de la pièce, la tête basse, paraissant petite et perdue, comme quelqu'un qui savait que le navire auquel elle s'accrochait était déjà en train de couler. Je suis monté à la tribune. Les lumières des caméras m'ont instantanément aveuglé. J'ai regardé les rangées de journalistes, j'ai regardé les gens qui la veille m'appelaient une femme vicieuse, j'ai regardé Kevin essayer de contenir la panique dans ses yeux. J'ai posé les deux mains sur le bord de la tribune. Bonjour à tous, je suis Amelia Vance. Je ne suis pas ici aujourd'hui pour jouer les victimes ni pour débattre de ma vie privée. Je suis ici pour clarifier 3 choses. Premièrement, comment mon mariage a été trahi. Deuxièmement, comment l'entreprise et les actifs de Kevin Sterling ont réellement été construits. Et troisièmement, qui utilise exactement les médias pour dissimuler ces crimes. La pièce est tombée dans un silence de mort. J'ai appuyé sur la télécommande et le grand écran derrière moi s'est allumé. La première vidéo était une séquence du mariage de Chloé et Kevin. Sous les lumières de la scène,
Kevin lui tenait la main et disait clairement « Je le veux ». Immédiatement après se trouvait le clip de moi me levant, élevant mon verre pour un toast. Des exclamations et des murmures ont éclaté dans toute la salle. Les journalistes se sont tournés pour dévisager Kevin. Le visage de celui-ci s'est vidé de toute couleur. J'ai parlé dans le micro. Au moment précis où ce mariage se déroulait, Kevin Sterling et moi étions encore légalement mariés. L'écran est passé à une série de messages textuels entre Kevin et Chloé. Les mots démasquaient l'homme qui prétendait être une victime. Il m'appelait une femme crédule. Il écrivait que dès qu'il aurait sécurisé son prochain tour d'investissement, il me forcerait à divorcer. Il se vantait que mes biens finiraient par lui appartenir. Ensuite sont venus les relevés bancaires. Les fonds de l'entreprise utilisés pour acheter l'alliance de Chloé, réserver le lieu, louer la robe et garantir la suite d'hôtel, le tout enregistré sous les rubriques de frais de représentation, d'études de marché et de relations avec les partenaires. Un journaliste s'est levé d'un bond. « Monsieur Sterling, ces documents sont-ils réels ?» Kevin a frappé du poing sur son siège. « C'est faux. Tout est faux. Elle a de l'argent, elle peut fabriquer tout ce qu'elle veut. Je ne l'ai pas regardé. J'ai simplement fait un signe de tête à Harrison. Il s'est avancé et a diffusé un fichier audio. La voix de Kevin a résonné à travers les haut-parleurs, si clair que personne ne pouvait faire semblant de ne pas l'entendre. Garde juste l'argent sur ton compte. Même si Amelia veut un audit pendant le divorce, elle ne pourra pas le retracer. Elle me fait trop confiance. La salle a explosé. Le visage de Kevin est passé du pâle au gris. Martha s'est levée brusquement de son siège, pointant un doigt tremblant vers la scène. « Tu détruis mon fils. Tu es si riche. Qu'est-ce que quelques dollars de perdus peuvent bien faire? Pourquoi dois-tu le pousser dans une impasse ?» Cette fois, j'ai posé mon regard directement sur elle. Vous appelez cela quelques dollars. Vous appelez les 3 ans de financement que j'ai injectés pour sauver son entreprise quelques dollars. Vous appelez l'hypothèque falsifiée sur ma maison privée quelques dollars. Vous appelez l'argent que vous m'avez pris pour acheter une maison à votre fils cadet quelques dollars. M'avez-vous seulement demandé une fois mon avis? Martha s'est étouffée. Les caméras se sont instantanément tournées vers elle. La femme qui s'était tenue dans mon hall en train de me hurler dessus pour que je garde mon homme tremblait maintenant sous les flashs. Sans plus aucun endroit où se cacher, j'ai cliqué de nouveau sur la télécommande. Sur l'écran apparaissait l'acte de propriété de l'appartement du Queens, le coffre-fort, l'hypothèque portant ma signature contrefaite et l'audit comptable des flux de trésorerie de Sterling Tech. Harrison a fait une brève présentation factuelle, chaque affirmation appuyée par des chiffres solides, chaque élément de preuve vérifié par des sources externes. Les médias qui défendaient Kevin il y a quelques heures à peine prenaient maintenant des notes frénétiquement. Je savais que le vent avait tourné. Enfin, je me suis tourné vers Kevin. Tu as dit que j'avais utilisé mon argent pour te détruire. Non, Kevin. J'ai simplement retiré ce qui ne t'a jamais appartenu. Ton entreprise s'est effondrée parce que tu l'as saignée à blanc. Notre mariage s'est brisé parce que tu l'as trahi. Tu as perdu ta réputation parce que tu l'as troqué contre un mensonge. Kevin s'est levé, les yeux injectés de sang. Amelia, devais-je vraiment faire preuve d'autant d'acharnement? J'ai regardé l'homme qui avait été mon mari, ne ressentant aucune agitation dans mon cœur. Le jour où tu as enfilé un smoking pour en épouser une autre, tu as été bien assez impitoyable pour nous deux. Il a fait un pas en arrière. Peut-être qu'à cette seconde précise, il a enfin compris que je n'étais réellement plus la femme qui s'adoucirait à ces quelques paroles humbles. La conférence de presse s'est terminée dans une tempête de déclics d'appareils photo. Je n'ai pas pris d'autres questions. En sortant, je suis passé à côté de Chloé. Sa voix tremblait. Amelia, je suis désolé. Je me suis arrêté mais je ne me suis pas retourné. Réserve tes excuses pour le juge. Cet après-midi-là, alors que je quittais Vance Global, le ciel s'était dégagé. Mais sur Internet, la tempête avait complètement changé de direction. Les articles me qualifiant d'héritière maléfique étaient discrètement supprimés un par un. Les médias qui avaient utilisé des photos d'un Kevin hagard pour susciter de la sympathie le matin même se précipitaient pour publier des corrections et des démentis. Les clips de la conférence de presse se sont propagés comme une traînée de poudre. Les images de Kevin dans son costume blanc à côté de Chloé, les registres montrant des fonds de l'entreprise finançant sa bigamie,
le contrat contrefait projeté en grand sur l'écran sont devenus autant de dagues se retournant contre lui. Le public ne l'appelait plus un entrepreneur autodidacte tragique. Il l'appelait un imposteur, un traître, un parasite qui utilisait l'amour comme couverture pour sa cupidité. Je ne me sentais pas joyeuse. Certaines victoires n'apportent pas de soulagement. Elles vous font seulement réaliser que vous avez perdu bien trop de temps à croire en quelqu'un qui n'en valait pas la peine. J'étais assise dans la voiture, regardant mon téléphone s'allumer sous l'effet des notifications. De vieilles connaissances m'envoyaient des messages pour prendre des nouvelles, certaines s'excusant de m'avoir mal jugé. D'autres prétendaient avoir toujours su que je n'étais pas la personne décrite par les rumeurs. Je les lisais mais je ne répondais pas. Quand la vérité était floue, ils restaient silencieux. Maintenant que la vérité était éclatante, leur réconfort était tout à fait superflu. Arthur, assis à l'avant, a parlé doucement. Mademoiselle, il y a du nouveau chez Sterling Tech. Les employés démissionnent en masse. Le département d'ingénierie vient de déposer un rapport d'alerte interne concernant le fait que Kevin les obligeait à signer de faux rapports d'étape de projet. J'ai fermé les yeux et je me suis adossé au siège. Envoie tout cela à Harrison. Quiconque accepte de témoigner recevra notre aide pour trouver un nouvel emploi au sein du réseau Vance Global. Ce ne sont que des employés. Ils n'ont pas à couler avec un patron corrompu. Arthur m'a regardé à travers le rétroviseur, ses yeux s'adoucissant. Vous avez toujours une faiblesse pour les spectateurs innocents. J'ai ouvert les yeux, observant les embouteillages à travers la vitre. Ce n'est pas une question de faiblesse. Je refuse simplement de devenir quelqu'un comme Kevin. Pour se sauver, il était prêt à pousser tout le monde dans le vide. Je ne ferai pas cela. Cette nuit-là, j'ai appris que Chloé avait été licenciée. Le motif invoqué était clair, violation de l'éthique professionnelle et atteinte grave à l'image de l'entreprise. Le secteur faisait déjà circuler la vidéo d'elle se tenant à côté de Kevin à l'hôtel, juxtaposée au dossier montrant qu'elle recevait des fonds illicites. En un jour à peine, la jeune fille qui rêvait d'être l'épouse d'un PDG avait perdu sa place dans sa propre carrière. Elle m'a appelé, la voix brisée. Amélia, je t'ai donné toutes les preuves. Pourquoi ai-je tout de même été licenciée? Pourquoi tout le monde continue-t-il à m'insulter? Je me tenais sur mon balcon, regardant les lumières de la ville s'estomper dans un léger brouillard. Chloé, coopérer avec moi ne signifiait pas que tes fautes étaient effacées. Cela a seulement empêché Kevin de t'entraîner plus bas. Mais pour ce qui est du prix à payer pour avoir détruit la famille d'une autre femme, tu dois le régler toi-même. Elle a éclaté en sanglots bruyants. Je le regrette vraiment. Je suis resté silencieuse un moment. Regretter d'avoir mal agi est différent de regretter de s'être fait prendre. Demande-toi lequel des deux tu es. J'ai raccroché. Je n'éprouvais plus autant de rancœur envers elle qu'auparavant. Pour moi, Chloé n'était qu'une fille cupide utilisée par Kevin, qui avait fini par trébucher sur sa propre ambition. La personne que je devais réellement affronter était Kevin, et je savais qu'il ne se laisserait pas abattre si facilement. Vers 22 heures, Harrison a appelé. Sa voix était plus grave que d'habitude. Mademoiselle Vance, Kevin refuse de signer l'accord de divorce. Il prétend qu'il va porter plainte à son tour pour atteinte à la vie privée, diffamation et sabotage d'entreprise. J'ai eu un rire froid. Il n'apprendra vraiment pas sa leçon tant qu'il ne sera pas trop tard. Harrison a continué. Mais il y a quelque chose de plus urgent. Après la conférence de presse, il s'est rendu chez sa mère. Martha se démène pour obtenir des liquidités, essayant de vendre sa maison de campagne immédiatement. Pendant ce temps, Kevin a quitté ses lieux habituels. Nous ne savons pas actuellement où il se trouve. J'ai froncé légèrement les sourcils. Il ne lui reste plus beaucoup d'endroits où fuir. Exactement. Mais un animal acculé n'agit pas de manière rationnelle. Je vous suggère de renforcer votre équipe de sécurité. J'ai regardé vers le salon. Sur l'étagère en bois reposait une vieille photo encadrée de Kevin et moi le jour où nous avions adopté notre chatte, Snow. Cette chatte blanche était la seule créature vivante dans cet ancien appartement qui me manquait sincèrement. Après mon départ, je ne l'avais pas encore emmenée avec moi car je voulais que la tempête juridique s'apaise d'abord. Pour une raison quelconque, penser à un Kevin acculé et désaxé m'a serré le cœur. Je me suis tourné vers Arthur. Envoie quelqu'un à l'ancien appartement immédiatement. Amène Snow ici. Arthur a immédiatement passé l'appel.
5 minutes plus tard, il s'est retourné, l'expression sombre. Mademoiselle, nos gens viennent d'arriver là-bas. La porte de l'appartement était ouverte. La chatte a disparu. Je me suis figé. À ce moment précis, mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu m'a envoyé une photo. Sur l'image, Snow était blotti dans une cage de transport, ses yeux bleus écarquillés par la terreur, sur le fond de béton humide d'un entrepôt vide. Immédiatement après, un message est arrivé, si tu veux la sauver, viens me rencontrer seul. Pas de flic, pas d'avocat. Amélia, tu m'as poussé à faire ça. En fixant ces mots, le bout de mes doigts s'est glacé. Kevin avait enfin abandonné son numéro de victime. Il révélait la partie la plus lâche et la plus méprisable de lui-même. J'ai montré le téléphone à Arthur, ma voix si calme qu'elle me semblait étrangère. Localise cet endroit. Dis à Harrison de se préparer. Il veut me voir en privé. Très bien, je vais lui accorder une dernière rencontre. Je n'ai pas répondu immédiatement au message de Kevin. Une personne paniquée attend généralement une réaction pour mesurer le degré de contrôle qu'elle exerce encore. Je n'allais pas lui donner cette satisfaction. J'ai posé mon téléphone sur la table, fixant longuement l'image de Snow dans sa cage. Ses yeux bleus étaient immenses, terrifiés, mais parfaitement dociles. Au cours des 3 dernières années, dans un foyer qui se refroidissait de jour en jour à cause des mensonges de Kevin, elle était la seule créature vivante à m'avoir offert un véritable réconfort. Elle avait l'habitude de se blottir contre mes pieds chaque nuit pendant que je passais des heures à faire des calculs pour sauver son entreprise. Et pourtant, en fin de compte, Kevin utilisait la chose la plus petite, la plus innocente que j'aimais comme otage pour me forcer à plier le genou. Arthur est entré, la voix basse. Mademoiselle, nous avons localisé le signal. Il provient d'un vieil entrepôt dans le New Jersey. C'est une zone industrielle isolée. Harrison est en ligne. Mademoiselle Vance, vous ne devez absolument pas y aller seule. Nous avons prévenu les forces de l'ordre pour extorsion et menaces criminelles, mais nous avons besoin qu'ils continuent à communiquer pour établir l'intention criminelle. J'ai regardé l'écran. Kevin avait envoyé un autre message, n'essaie pas de gagner du temps. Je sais que tu tiens à ce chat. Viens ici seul. Apporte les papiers d'abandon des poursuites et vire-moi $250 000, sinon tu le regretteras. $250 000. Même à cet instant précis, il pensait encore que tout dans ce monde pouvait s'acheter. J'ai répondu très simplement, l'adresse. La réponse est arrivée quelques secondes plus tard. Je l'ai montré à Arthur. Il m'a regardé, les yeux pleins d'inquiétude. Mademoiselle, laissez-moi y aller à votre place. J'ai secoué la tête. Non, c'est moi qu'il veut voir. Si quelqu'un d'autre se présente, il pourrait s'en prendre à elle. Mais vous ne devez pas vous mettre en danger, mademoiselle. Je me suis levé et j'ai pris mon manteau. Je ne serai pas seul, mais il n'a pas besoin de le savoir. Une demi-heure plus tard, le SUV s'est arrêté à environ 200 mètres de l'entrepôt. Il était tard. Une pluie fine tombait, et le chemin de terre reflétait la lueur jaune et faible des vieux lampadaires. L'équipe de soutien de Harrison et les hommes d'Arthur se sont déployés dans l'obscurité. Je portais un micro minuscule sous mon col, et le partage de localisation de mi téléphone était activé. Dans mon sac se trouvait un faux accord de règlement préparé juste pour gagner du temps. Avant que je ne sorte, Arthur m'a attrapé par le bras. Mademoiselle, au moindre problème, vous battez en retraite immédiatement. Je l'ai regardé et j'ai fait un léger signe de tête. Ne t'inquiète pas, Arthur. J'ai été assez stupide pour lui faire confiance une fois. Il n'y aura pas de seconde fois. J'ai marché vers l'entrepôt. La porte métallique était entr'ouverte, émettant un grincement glacial lorsque je l'ai poussée. L'intérieur sentait le moisi, la sueur de bois et le vieux carburant. Un faible faisceau de lampe de poche traversait l'obscurité depuis le fond. Kevin se tenait là, sa chemise était froissée, sa barbe mal rasée, ses yeux injectés de sang. Sur une caisse en bois à côté de lui se trouvait la cage de transport. Snow a émis un petit miaulement en me voyant, un son si ténu qu'il m'a serré le cœur. « Tu es vraiment venu ?» a dit Kevin d'une voix mêlée de joie perverse et d'amertume. Je l'ai regardé, m'efforçant de garder une voix stable. « Je suis là. Laisse partir Snow. » Il a esquissé un sourire tordu. « Tu es toujours la même.
Tu te soucies plus d'un chat que de ton propre mari. Je n'ai pas discuté. Un homme comme lui ne fonctionnait pas à la logique. Je me suis contenté de demander, que veux-tu? 250 000 $. L'abandon des poursuites. Une déclaration publique disant que tout cela n'était qu'un malentendu conjugal. Ensuite, tu me laisses quitter le pays. J'ai fixé ce visage qui me faisait autrefois fléchir, le trouvant désormais totalement méconnaissable. Penses-tu vraiment qu'après tout ce que tu as fait, tu as encore le droit de poser des exigences? Kevin a frappé du poing sur la caisse. Snow a sursauté, se recroquevillant au fond de la cage. C'est toi qui m'as poussé à bout. Si tu m'avais juste laissé une issue, je n'aurais pas eu à faire ça. Tu as tellement d'argent. Qu'est-ce que 250 000 $ pour toi? Mais moi, j'ai tout perdu. Mon entreprise, ma réputation, les économies de ma mère, tout a été détruit par ta faute. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, Kevin. J'ai juste tiré le rideau. Les choses laides qui se cachaient derrière étaient entièrement les tiennes. Sa respiration était lourde, ses yeux bougeaient de manière erratique. J'ai sorti les papiers de mon sac et je les ai jetés sur une caisse voisine. Voici les papiers que tu veux, mais avant que je ne signe, je dois voir que Snow est saine et sauve. Méfiant, il s'est avancé et a saisi les papiers, les feuilletant rapidement. Pendant ce temps, la voix d'Arthur a grésillé doucement dans mon oreillette. Mademoiselle, nous avons forcé la porte arrière. Donnez-nous encore une minute. Kevin a relevé la tête, de la cupidité brillant dans ses yeux. Et l'argent? Je veux appeler la banque pour confirmer le virement immédiatement. Appelle-les. Mets le haut-parleur. J'ai sorti mon téléphone, mais avant que je ne puisse appuyer sur une touche, un bruit très discret a résonné au fond de l'entrepôt. Kevin a tourné brusquement la tête. Tu as amené du monde. Avant que je ne puisse répondre, il s'est jeté vers la cage, l'attirant vers lui. Amelia, tu m'as piégé. Les portes arrière ont volé en éclats. L'équipe d'intervention a envahi les lieux. Kevin a reculé en trébuchant sous l'effet de la panique, mais Arthur était déjà sur lui, lui plaquant les bras derrière le dos avant qu'il ne puisse faire la moindre folie. Des cris, le bruit des bottes et le fracas de la cage heurtant le béton se sont mêlés dans un chaos total. Je me suis jeté à genoux, j'ai ouvert la cage et j'ai serré Snow dans mes bras. Elle tremblait violemment, ses petites griffes s'enfonçant dans mon manteau, mais elle a enfoui sa tête contre ma poitrine, comprenant qu'elle était enfin en sécurité. Kevin, maintenu au sol, hurlait à s'en casser la voix. Amelia, tu m'as détruit. Tu as détruit ma vie. Je me suis levé en tenant Snow et je l'ai regardé une dernière fois dans cet entrepôt glacial. Non, Kevin, cette fois c'est toi qui as signé ton propre arrêt de mort. Harrison est entré, sa voix résonnant clairement. Chaque menace, extorsion, exigence et le fait d'utiliser un animal comme moyen de pression ont été enregistrés. Monsieur Sterling, à partir de ce moment, nous ne parlerons plus que par l'intermédiaire du procureur. Kevin s'est figé pour la première fois. Il a cessé de hurler. Sur son visage trempé de sueur, il ne restait plus que le désespoir vide d'un homme qui réalisait enfin qu'il avait tout perdu par sa propre faute. Je me suis détourné et je suis sorti de l'entrepôt. La pluie tombait toujours, mais en moi, une dernière porte s'était véritablement refermée. J'ai ramené Snow aux pentouses de Tribeca ce soir-là. Dès que nous sommes entrés, elle n'a cessé de frissonner, s'accrochant à moi. Ses griffes restaient plantées dans ma veste comme si elle craignait que me lâcher signifie retourner dans cette cage sombre. Je me suis assise sur le canapé et je l'ai tenue contre moi pendant un long moment. Au cours des derniers jours, j'avais été témoin de la tromperie, de la trahison, de la falsification et du détournement de fonds de Kevin. But ce n'était que lorsque j'avais vu un animal sans défense et innocent utilisé comme outil d'extorsion que mon cœur avait véritablement atteint le zéro absolu. Un homme capable d'utiliser comme arme la chose la plus douce que son ex-épouse aimait juste pour négocier du liquide était dépourvu de toute humanité digne de pitié. Arthur se tenait à quelques pas et a parlé doucement. Mademoiselle, les autorités ont rédigé le rapport initial. Harrison s'en occupe. Kevin est en détention en attente d'interrogatoire. J'ai doucement caressé le dos de Snow. Et qu'est-ce qu'il dit? Il esquive toujours. D'abord, il a prétendu qu'il voulait seulement me rencontrer pour se réconcilier. Quand ils ont diffusé la bande où il exigeait 250 000 $,
il a dit que ce n'était qu'un mouvement de colère passager. J'ai laissé échapper un rire amer. Un mouvement de colère passager. Les gens trompent par faiblesse passagère. Ils falsifient des signatures par panique passagère. Ils extorquent de l'argent par colère passagère. Si chaque péché du monde pouvait être enveloppé dans le mot au passager, comment les victimes obtiendraient-elles justice? Vers l'aube, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Dès que j'ai répondu, les sanglots rauques de Martha ont traversé le haut-parleur. Amélia, je t'en supplie, Amélia. Même si les choses ont mal tourné, toi et Kevin étiez mari et femme. Abandonne les poursuites. Il était juste perdu. Il a été manipulé par cette autre fille. Il est ma seule fierté et ma joie. S'il va en prison, comment suis-je censé vivre? J'ai écouté ses pleurs en silence. Pendant 3 ans en tant que belle-fille, j'avais attendu qu'elle me parle avec une voix si douce, non pas pour supplier, juste pour me demander comment j'allais. Mais le jour où j'avais une forte fièvre, elle m'a dit que les jeunes épouses ne devaient pas se montrer fragiles. La nuit où je restais éveillé à organiser les documents de prêt pour Kevin, elle a dit qu'une épouse aidant son mari faisait simplement son devoir. Le jour où j'ai été trahi, elle s'est rendue à mon bureau pour hurler que je ne savais pas retenir mon homme. Maintenant que son fils était dans une cellule, elle se souvenait enfin de m'appeler sa famille. J'ai parlé lentement. Martha, si c'était moi qui avais été enfermé dans cet entrepôt aujourd'hui, si c'était moi qui avais été menacé, auriez-vous appelé Kevin pour le supplier de m'épargner? La ligne est restée totalement muette. Mais c'est ton mari. Non, c'est l'homme qui en a épousé une autre alors qu'il était légalement marié avec moi. C'est l'homme qui a falsifié ma signature. C'est l'homme qui a utilisé le chat que j'aime pour m'extorquer de l'argent. À la seconde où il a fait ces choses, il a cessé d'être mon mari. Martha a pleuré plus fort. Je te rembourserai. J'ai encore ma maison. Je la vendrai et je te rembourserai. S'il te plaît, laisse-le partir juste pour cette fois. J'ai regardé par la vitre. L'aube se levait, jetant une teinte bleu-gris froide sur la ville comme une couverture glacée. Ce qu'il me doit n'est pas seulement de l'argent, et il y a des dettes qu'aucune vente de maison ne pourra jamais rembourser. J'ai raccroché. Peu après, Harrison est arrivé. Son visage montrait la fatigue d'une longue nuit, mais ses yeux étaient vifs. Mademoiselle Vance, la situation se consolide avec les documents de l'appartement du Queens, les signatures contrefaites, les virements bancaires vers Chloé et la tentative d'extorsion de la nuit dernière. Nous divisons cela en 2 voies. Le divorce et le partage des biens se dérouleront devant le tribunal civil. La falsification, le vol qualifié et l'extorsion seront poursuivis au pénal par le procureur. J'ai hoché la tête. Et Chloé? Elle a accepté de témoigner, mais elle a avoué avoir reçu des fonds volés et avoir agi comme intermédiaire pour Kevin. J'ai bien précisé que la coopération ne fait qu'atténuer sa peine. Cela n'efface pas sa culpabilité. Je n'étais pas surprise. On ne peut pas marcher dans la boue et s'attendre à en sortir propre. Mais si Chloé disait la vérité, elle avait au moins une étroite issue pour se sauver. Le téléphone d'Harrison a vibré. Il a répondu, son expression changeant rapidement. Je comprends. Envoyez les documents à mon bureau immédiatement. Il a raccroché et m'a regardé. Sterling Tech vient d'être frappé par des poursuites de recouvrement de 3 fournisseurs différents. Un groupe d'employés dépose également une plainte officielle pour avoir été contraint de signer des rapports d'étape frauduleux. L'entreprise est totalement irrécupérable. J'ai posé Snow sur son petit panier rembourré à côté de moi. Elle s'est enroulée, ses yeux ne me quittant pas. Cette entreprise est morte depuis longtemps. J'étais juste en train de lui perfuser du sang pour que Kevin pense qu'elle était en vie. Harrison a marqué un temps d'arrêt avant de demander « Voulez-vous intervenir et racheter les actifs restants ?» J'ai secoué la tête. Non, tout ce qui appartient à Vance Global sera récupéré légalement. Tout ce qui est criminel sera traité par les tribunaux. Je n'ai aucune envie de ramasser une coquille vide simplement parce que j'y ai cru autrefois. À midi, je me suis rendu au siège de Vance Global pour voir mon père. Il était assis dans son immense bureau, tout le dossier de l'affaire posé devant lui. Quand je suis entré, il ne m'a pas demandé si j'allais bien. Il m'a simplement versé une tasse de thé. Tout comme lorsque je tombais de vélo étant enfant, il ne se précipitait pas pour me cajoler. Il attendait que je me relève avant de me tendre de l'eau. Tu m'envoies ça jusqu'au bout.
J'ai tenu la tasse, la chaleur se diffusant dans mes paumes. Oui, je ne veux pas d'une vengeance mesquine. Je veux juste que chaque chose soit appelée par son vrai nom. Une erreur est une erreur. Un crime est un crime, et la trahison est une trahison. Mon père m'a regardé pendant un long moment, ses yeux sévères mais remplis d'amour. Alors, à partir de demain, reviens chez Vance Global, non pas pour te cacher derrière moi, mais pour reprendre le poste qui t'a toujours appartenu. J'ai baissé les yeux, la gorge serrée. Il y a 3 ans, j'avais quitté ce monde pour poursuivre un amour ordinaire. 3 ans plus tard, je revenais couverte de cicatrices, mais je n'étais plus la fille naïve qui pensait que l'amour pouvait surpasser la réalité. J'ai dit, « Papa, je veux d'abord gérer la procédure de divorce moi-même. » Il a hoché la tête. « Très bien, mais garde une chose en tête. Cette famille ne t'a pas élevé pour que tu passes le reste de ta vie à ravaler des affronts. Puisque tu t'es relevé, reste bien droite. » Cet après-midi-là, Harrison m'a envoyé le calendrier de la première audience. Le divorce entrait officiellement en phase de litige. J'ai regardé la convocation et j'ai soudainement ressenti une immense paix. Kevin avait pensé que j'allais pleurer, supplier ou, au pire, m'effacer doucement. Il ne s'était jamais attendu à ce que la femme qu'il méprisait traîne chacun de ses mensonges sous une lumière aveuglante. La nuit est tombée. J'étais assise près de la fenêtre, Snow endormi à mes pieds. Mon téléphone était silencieux. Plus d'insultes, plus de menaces, juste des mises à jour de mes avocats et de l'équipe des relations publiques. Le calme après la tempête ne me laissait pas un sentiment de vide. Cela ressemblait au silence juste avant le début d'un procès, où toutes les larmes, les supplications et les représentations pathétiques doivent céder la place aux preuves tangibles. J'ai refermé le dossier. Demain, je verrai Kevin dans un endroit où il ne pourrait plus utiliser l'amour comme monnaie d'échange. Le matin de l'audience, je me suis réveillé très tôt. Snow était blottie contre mon oreiller, ouvrant de temps en temps les yeux pour veiller sur moi, comme si elle craignait encore de me voir disparaître. Je lui ai caressé la tête et je suis entré dans mon dressing. Cette fois, je n'ai pas porté de blanc ni de noir. J'ai mis un costume bleu marine foncé. Simple, sobre, mais assez imposant pour un lieu où les émotions n'ont pas de poids, seuls les documents, les preuves et la vérité comptent. Lorsque ma voiture s'est arrêtée devant le tribunal, plusieurs journalistes attendaient. Arthur a bougé pour sortir et me protéger, mais j'ai secoué la tête, ce n'est pas nécessaire, Arthur. Je ne me cache plus. Je suis sorti de la voiture et j'ai marché droit devant les caméras. Quelqu'un a crié, « Mademoiselle Vance, espérez-vous que Kevin Sterling reçoive une lourde peine ?» Je me suis arrêté une seconde. J'espère seulement que la loi qualifiera avec précision exactement ce qu'il a fait. Sur ce, je suis entré. Le tribunal était plus froid que ce à quoi je m'attendais, non pas à cause de la climatisation, mais à cause du frisson de toutes ces vies qui entraient ici avec leurs derniers espoirs, pour en ressortir avec des verdicts irréversibles. J'ai vu Kevin au bout du couloir. Il avait perdu beaucoup de poids. Ses joues étaient creuses, ses yeux enfoncés. Martha se tenait à côté de lui, serrant son sac à main. Dès qu'elle m'a vu, elle a fondu en larmes. « Amelia, regarde Kevin. Regarde ce qui lui est arrivé. Que veux-tu de plus ?» Je l'ai regardé, ma voix calme. « Vous ne comprenez toujours pas, n'est-ce pas? Je ne veux plus rien de lui. C'est parce que je ne veux rien que je laisse le tribunal décider. » Kevin a levé les yeux vers moi. Son regard n'avait plus l'agressivité de l'entrepôt ni le complexe de victime devant les caméras. Il n'y avait que la fatigue et la panique d'un homme qui savait qu'il était allé beaucoup trop loin. « Amelia, j'ai eu tort. » Ces mots sont tombés si légèrement. Il y a 3 ans, ils auraient pu adoucir mon cœur. Il y a 1 mois, ils auraient pu me faire mal à la poitrine. Mais à cet instant, j'ai trouvé cela presque risible. Les gens ne disent généralement qu'ils ont eu tort que lorsque la facture leur est présentée en plein visage. Lorsqu'ils sont occupés à blesser les autres, ils pensent toujours être les personnes les plus intelligentes de la pièce. J'ai répondu, tu n'as pas tort parce que tu t'es fait prendre. Tu as eu tort le jour où tu as décidé de bâtir ta réussite en utilisant ma confiance comme garantie. L'audience a commencé à 9 heures. Le divorce a été traité en premier. Harrison a méthodiquement présenté les preuves d'adultère, la violation des biens privés et le détournement des fonds communs. L'avocat de Kevin a tenté de soutenir que le mariage était déjà brisé,
que j'étais froide et que la pression professionnelle lui avait fait perdre le contrôle. J'étais assise en silence, les écoutants utilisaient de jolis mots pour couvrir une réalité laide, brisée, pression, erreur, égarement passager. Personne n'a prononcé le mot trahison jusqu'à ce que Harrison ne diffuse la vidéo du mariage. Sur les écrans, Kevin dans son costume blanc tenait la main de Chloé et disait « Je le veux ». Sous les applaudissements des invités, la salle d'audience est tombée dans le silence. J'ai regardé son visage, désormais fixé vers le sol, et je me suis soudainement souvenu de moi ce soir-là, debout au milieu de la musique de mariage, tenant l'enveloppe, souffrant au point de ne plus pouvoir respirer. Il s'avère que certains souvenirs, même refermés, laissent des cicatrices incroyablement profondes. Après le volet du divorce est venu le partage des biens et les renvois pénaux. Le dossier de l'appartement du Queens a été ouvert. Ma signature contrefaite a été authentifiée. Les 150 000 $ versés à Chloé ont été vérifiés. Les contrats fictifs, les fausses factures, l'hypothèque frauduleuse sur ma propriété d'Aspen, tout a été exposé sur la table. Chloé a été appelée à la barre. Elle s'est avancée, pâle et tremblante. Le juge a demandé, « Confirmez-vous que ces fonds ont été placés sur vos comptes à la demande de Kevin Sterling ?» Chloé a baissé les yeux, la voix serrée. « Je le confirme. Au début, je savais que c'était mal, mais j'ai suivi ses ordres. Plus tard, il m'a dit que s'il se passait quoi que ce soit, je devais en assumer la responsabilité. » Kevin s'est levé d'un bond de sa chaise. « Elle ment. Elle m'a manipulé. Elle voulait l'argent. » Le juge a frappé avec son marteau, exigeant le calme. Je les ai regardés se retourner l'un contre l'autre et s'entre-déchirer, n'éprouvant absolument aucune émotion. Quand une idylle est bâtie sur la cupidité, la seule chose qui reste lorsqu'elle s'effondre n'est pas le regret. C'est une lutte pour survivre. À la fin de la séance, le juge a fait droit à ma demande de divorce, retenant les torts exclusifs de Kevin, et a formellement transmis les preuves de falsification, de vol qualifié et d'extorsion au bureau du procureur pour des poursuites pénales. Mes biens propres d'avant le mariage ont été entièrement protégés. Les actifs restants de Sterling Tech ont été gelés pour couvrir les restitutions et les enquêtes en cours. Quand Martha a entendu la décision, elle s'est effondrée sur sa chaise. Kevin m'a regardé comme s'il voulait parler, mais ses lèvres ont juste tremblé sans bruit. Je me suis levé et j'ai signé le décret final. Mon écriture était droite et nette. Cette fois, plus personne ne la falsifierait. Alors que je sortais de la salle d'audience, Kevin a crié derrière moi. « Amelia, si je pouvais recommencer, je ne ferais pas ces choix. » Je me suis arrêté et je l'ai regardé. « Non, Kevin. Si tu pouvais recommencer, tu te contenterais de mieux le cacher. » Il est resté figé. Je n'ai pas dit un mot de plus. Je suis sorti du tribunal. Le soleil n'avait pas encore touché mes épaules. Il n'était pas chaud, mais il était incroyablement lumineux. Mon mariage était officiellement terminé. Mais la bataille finale pour les crimes commis dans son ombre ne faisait que commencer. Après le divorce, je pensais que je me sentirais instantanément soulagé. Mais la vérité n'est jamais aussi simple. Un mariage de 3 ans ne s'efface pas avec une signature, et il n'est pas nettoyé simplement parce qu'un juge frappe avec son marteau. Pendant les jours qui ont suivi, je me réveillais toujours aux mêmes heures. Je jetais encore inconsciemment un coup d'œil à la chaise vide en face de moi, là où Kevin s'asseyait d'ordinaire en faisant défiler son téléphone pendant que je lui posais un bol de soupe chaude. La seule différence était que mon pantouse était plus calme, plus propre. Il n'y avait plus l'odeur de la fumée de ses cigarettes sur ses manteaux, les appels téléphoniques secrets à minuit sur le balcon, et le froid, ne pose pas autant de questions, qui me faisait me sentir comme une gêne. Snow se remettait lentement. Elle avait cessé de paniquer au bruit des portes qui s'ouvraient, mais les bruits forts la faisaient encore tressaillir. Je l'ai emmenée chez le vétérinaire, puis je l'ai ramenée à la maison pour qu'elle s'allonge près de la fenêtre ensoleillée. En regardant cette petite créature réapprendre lentement à faire confiance aux mains humaines, j'ai réalisé que j'étais tout comme elle. Moi aussi, j'avais été enfermé dans une cage invisible faite d'amour, de devoirs et de fausses promesses. Maintenant que j'étais sorti, j'avais encore besoin de temps pour apprendre à respirer sans crainte. Tandis que j'essayais de remettre de l'ordre dans ma vie, l'affaire pénale de Kevin avançait à pas de géant. Les enquêteurs ont vérifié les contrats contrefaits, l'argent détourné, les fausses factures, les signatures d'employés extorqués et, le plus accablant, la demande d'extorsion de 250 000 $ dans l'entrepôt.
Les choses qu'il pensait enfouies au fond de cet appartement du Queens sont devenues les briques construisant sa cellule de prison. Harrison m'a informé que le procureur poursuivait plusieurs crimes et que la peine minimale ne serait pas légère. Chloé coopérait pleinement, mais elle ferait tout de même face à des accusations pour recel de biens volés et blanchiment d'argent. « Qu'en est-il de Martha ?» ai-je demandé. « Elle a demandé à vous voir plusieurs fois », a dit Harrison. « Elle dit qu'elle veut juste vous dire une dernière chose. » J'ai regardé monter froid. Ce n'est pas nécessaire. Quoi qu'il y ait à dire, le juge le dira pour moi. Le jour du prononcé de la peine pénale, j'y ai assisté en tant que victime et témoin clé. Kevin a été introduit dans la salle d'audience vêtu d'une combinaison orange. Ses cheveux étaient tondus très courts, son visage si émacié que j'ai failli ne pas reconnaître l'homme qui s'était tenu sous les lumières du mariage, promettant d'aimer une autre femme pour toujours. Chloé était assise au dernier rang, ses yeux rougis par les larmes, n'osant regarder personne. Quand Martha a vu son fils, elle s'est effondrée instantanément, murmurant son nom encore et encore comme un enfant perdu. Mais Kevin n'était pas un enfant. C'était un homme adulte qui avait choisi chaque pas qu'il avait fait, de la trahison à la fraude, de la calomnie à l'extorsion. Lorsque le procureur a lu l'acte d'accusation, la salle d'audience est restée dans un silence de mort. Chaque dollar, chaque chiffre, chaque signature contrefaite était détaillée méticuleusement. Il n'y avait plus de mots flous comme malentendu, stress ou égarement passager. Tout était qualifié exactement pour ce que c'était, falsification au premier degré, vol qualifié, détournement de fonds d'entreprise, extorsion. J'étais assise et j'écoutais, mes mains posées sur mes genoux, beaucoup plus calme que je ne l'avais prévu. Peut-être avais-je assez pleuré dans l'obscurité là où personne ne pouvait me voir. Aujourd'hui, je n'étais pas là pour souffrir. J'étais là pour regarder la vérité finir son travail. Lorsqu'on lui a donné la parole, Kevin s'est levé, les épaules tremblant légèrement. J'admets que j'ai eu tort, mais je n'ai jamais eu l'intention de détruire Amelia. J'étais juste sous une telle pression. Je voulais faire mes preuves. J'avais peur que les gens découvrent que ma réussite était entièrement soutenue par ma femme. J'avais peur d'être méprisé. Il s'est tourné pour me regarder, les yeux injectés de sang. Amelia, je t'ai vraiment aimé autrefois. J'ai juste perdu mon chemin. Je l'ai regardé pendant un long moment. S'il avait dit cela plus tôt, cela m'aurait peut-être empêché de dormir toute la nuit. Mais maintenant, ces mots étaient sans consistance. On ne peut pas utiliser la phrase « je t'ai vraiment aimé » pour effacer des mois de trahison calculée et préméditée. Lorsque le juge m'a demandé si j'avais une déclaration à faire, je me suis levé. Je ne nie pas qu'il y a eu autrefois de l'amour entre nous, mais l'amour ne peut pas être l'excuse pour falsifier ma signature. La pression ne peut pas être l'excuse pour un vol qualifié. L'insécurité ne peut pas être l'excuse pour commettre une bigamie alors qu'il était légalement marié avec moi. Je ne veux pas le voir détruit par désir de vengeance. Je veux seulement que quiconque pense pouvoir utiliser la confiance d'une autre personne comme une arme comprenne que la confiance est également protégée par le poids de fer de la loi. Kevin a baissé la tête. Je ne sais pas s'il ressentait de véritables remords, et je ne m'en souciais plus. À la fin de l'audience, le juge a prononcé la peine. Kevin Sterling a été condamné à une peine de prison fédérale pour de multiples chefs d'accusation de falsification, détournement de fonds et extorsion, et condamné à me verser de lourds dédommagements ainsi qu'avance globale. Chloé a reçu une peine plus légère et une mise à l'épreuve en raison de sa coopération, mais elle conservait un casier judiciaire pour délits graves. Martha s'est effondrée à la seconde où la sentence a été lue. Ses gémissements ont résonné dans la salle d'audience, déchirants, mais tout à fait incapables de revenir en arrière. Kevin s'est tourné pour me regarder une dernière fois avant d'être emmené. Cette fois, il n'y avait pas de rancœur dans ses yeux, seulement le vide noir d'un homme qui comprenait enfin qu'il avait tout perdu par sa propre faute. Je suis sorti du tribunal alors que le soleil de l'après-midi frappait les marches, doux et pâle. Arthur m'a ouvert la portière de la voiture, mais je ne suis pas monté tout de suite. Je suis resté là à prendre une profonde inspiration. Il n'y avait pas de joie triomphante explosive comme les gens pourraient l'imaginer. Il y avait seulement la sensation qu'un rocher incroyablement lourd venait enfin d'être retiré de ma poitrine. Arthur a demandé doucement, à la maison ou à Vance Global? J'ai regardé la foule passer devant les grilles du tribunal et j'ai dit, Vance Global. Il a eu l'air légèrement surpris. Aujourd'hui. J'ai hoché la tête. Oui, l'ancienne route est une impasse.
Je veux recommencer exactement à l'endroit que j'ai quitté. La voiture a roulé vers le centre de Manhattan. À travers la vitre, j'ai vu mon reflet se superposer aux gratte-ciels imposants. La femme dans le verre portait encore des cicatrices, mais ses yeux étaient plus brillants. Je ne savais pas où l'avenir m'emmènerait, mais je savais une chose avec certitude, à partir de ce jour, je ne me rabaisserai plus jamais pour m'adapter à l'ego fragile d'un homme, quel qu'il soit. La voiture s'est arrêtée devant le siège de Vance Global juste au moment où le soleil se couchait. L'immense tour de verre reflétait un crépuscule pourpre froid et éclatant, ressemblant à une porte qui m'attendait depuis 3 ans. Debout au bas des marches, levant les yeux vers le logo de Vance éclairé sur le ciel, un sentiment étrange m'a envahi. Ce n'était pas de la fierté, et ce n'était pas de la douleur. C'était le sentiment de quelqu'un qui s'était perdu pendant très longtemps et qui retrouvait enfin le chemin de sa maison. Arthur marchait à mes côtés, parlant doucement. « Mademoiselle, le président vous attend dans la salle du conseil au 40e étage. » J'ai hoché la tête et je suis entré dans l'ascenseur. Les portes métalliques se sont refermées, reflétant mon visage. La femme à l'intérieur n'était plus Amelia dans sa robe crème, tenant une enveloppe rouge, debout paralysée au mariage de son mari. Elle n'était pas non plus l'ex-épouse froide rassemblant méticuleusement des preuves pour sauver sa dignité. La femme dans le reflet était moi, Amelia Vance, la fille de mon père, une femme qui était tombée lourdement mais qui refusait de rester au sol. Lorsque je suis entré dans la salle du conseil, tout le comité de direction était présent. Mon père était assis en bout de table, un dossier de nomination posé devant lui. Il n'a pas beaucoup parlé. Il m'a juste regardé avec des yeux qui étaient à la fois sévères et profondément affectueux. « Amelia, à compter d'aujourd'hui, tu réintègres officiellement Vance Global en tant que vice-présidente exécutive des investissements stratégiques. » La salle a éclaté en applaudissements. J'ai légèrement incliné la tête devant le conseil, mon cœur étant incroyablement calme. Il y a 3 ans, j'avais quitté cet endroit parce que je voulais prouver que je pouvais vivre une vie ordinaire, aimer un homme ordinaire et trouver le bonheur dans des choses ordinaires. 3 ans plus tard, je revenais non pas parce que j'avais échoué en amour, mais parce que j'avais enfin compris une chose cruciale, l'ordinaire ne signifie pas que l'on doive se dégrader. Aimer quelqu'un ne signifie pas que l'on doive cacher sa propre brillance simplement pour l'empêcher de se sentir insuffisant. Après la réunion, mon père m'a demandé de rester. Il a posé une petite boîte en bois devant moi. À l'intérieur se trouvait le stylo plume que ma mère avait utilisé pour signer son tout premier contrat. « Ta mère a laissé cela pour toi », a-t-il dit. « Elle pensait qu'il était temps que tu l'utilises. » J'ai pris le stylo, le bout de mes doigts tremblant légèrement. Ma mère était morte quand j'étais jeune. Dans mes souvenirs, elle était incroyablement belle et douce, mais ses yeux étaient toujours vifs et clairs. Mon père m'avait dit un jour, « Ta mère ne t'a jamais appris à être aussi dur qu'un homme. Elle voulait seulement que tu sois une femme qui sache s'aimer elle-même avant d'aimer qui que ce soit d'autre. » J'ai chuchoté. Je pensais l'avoir déçu. Mon père a secoué la tête. Non, une personne qui sait s'éloigner d'une erreur n'est jamais une déception. Ce soir-là, je suis retourné à mon Pantouse de Tribeca. Snow a couru vers la porte pour m'accueillir, se frottant contre mes chevilles comme toujours. Je l'ai prise dans mes bras et je suis sorti sur le balcon. La ville en dessous était une mer de lumière, le vrombissement lointain de la circulation se mêlant à la brise nocturne. J'ai pensé à Kevin, à Chloé, à Martha et à ce mariage de 3 ans qui m'avait envolé. Mais étrangement, je ne ressentais plus de haine. La haine n'est qu'une autre laisse. Je refusais de m'accrocher à un quelconque fil qui me reliait à ce passé. Quelques mois plus tard, l'affaire s'est officiellement close. Kevin a commencé sa peine. Sterling Tech a été liquidé. Tous les fonds appartenant à Vance Global ont été récupérés. Chloé, après avoir purgé sa mise à l'épreuve, a disparu de New York. J'ai entendu dire qu'elle était retournée dans sa petite ville natale pour recommencer à zéro avec un emploi de premier échelon. Martha a vendu sa maison pour rembourser une fraction des dettes de son fils. Je n'ai pas demandé d'autres nouvelles. Leurs fins ne m'ont pas apporté de joie, mais elles ont consolidé une vérité universelle, dans cette vie, on paie toujours le prix des choix que l'on fait. 1 an plus tard, je représentais Vance Global à un forum économique en Californie. Debout sur la scène sous les lumières éclatantes, regardant des centaines d'yeux fixés sur moi. J'ai parlé d'investissement durable, d'éthique des affaires et de la façon dont toute réussite bâtie sur des mensonges s'effondre inévitablement. Lorsque mon discours s'est terminé, tout l'auditorium a applaudi.
J'ai regardé vers les premiers ranges, et pendant une fraction de seconde, je me suis souvenu des applaudissements à ce mariage il y a des années. Mais cette fois, les applaudissements ne faisaient pas mal. Ces applaudissements m'appartenaient. Ce soir-là, j'ai marché le long de la plage à Malibu. La brise de l'océan soufflait dans mes cheveux, les vagues s'écrasant en cadence contre le rivage. J'ai enlevé mes talons hauts et j'ai marché pieds nus sur le sable froid. Quelqu'un m'avait autrefois trahi. Quelqu'un m'avait autrefois traité comme une marionnette. Quelqu'un avait autrefois pris mon silence pour de la faiblesse. Mais ils s'étaient tous trompés. Je n'étais silencieuse que pour pouvoir entendre clairement le son de mon propre cœur. Et quand ce cœur m'a dit qu'il était temps de me lever, je me suis tenue bien droite.